Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Alors, Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est comme on sait, là, ça va faire bientôt 3 ans que la chaîne existe, que tu as créé, que tu as posté le premier vidéo sur la chaîne. Puis on s'est dit que ce serait le moment de faire différent. Donc, ça va être toi notre invité. Ah, Euh, Ce qui fait un peu différent parce que généralement, c'est comme toi qui lead l'entrevue, puis moi, je suis plus le commentateur. Donc, si tu es l'invité, c'est moi qui va te passer en entrevue. ouais, Fait puis moi, que, ça va faire différent parce que ça va être la première fois qu'on me passe en entrevue. fait que ça va faire ça. Si t'es partant avec ça, là, moi je dis let's go, on passe avec notre invité, donc Éric Béliveau. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yann. Donc, c'est ça, ça fait 3 ans, début janvier, que tu as publié le premier vidéo sur la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Euh, J'imagine, avant la première publication, tu avais travaillé un peu là-dessus. Comment l'idée t'est venue de faire une chaîne YouTube où on parle de généalogie, d'ancêtres, d'histoire, de sujets un peu orthodoxes? Ben, en fait, bon, c'est quand même un long processus, on s'entend, là, avant d'arriver à publier là, un premier vidéo. En gros, quelques années, bon, peut-être un an avant la pandémie, il y avait ma belle-mère m'avait demandé de lui offrir en cadeau une présentation généalogique. Ben, en fait, elle m'avait demandé de faire son arbre généalogique pour fêter les 25e anniversaire de mariage. Puis bon, là, il était pour avoir sa famille, etc. Puis on arrive, bon, moi, je pars là, mes heures de lunch les soirs, puis bon, je fais un arbre généalogique, je rentre des noms, je rentre des dates, des lieux, tu sais, puis des mariages, puis ci, puis ça, puis bon, j'imprime tout ça là, en feuille de pain là, qu'on appelle. Là, puis bon, je fais un setup. Puis là, ben, on arrive au jeudi ou vendredi, là, jeudi avant la cérémonie. Puis là, on jase avec ma belle-mère. Puis là, elle me dit, ah, ben, elle dit, tu vas faire la présentation dimanche matin. Là, j'attends un peu la présentation. Ben, c'est vrai, hein, Colin, c'est bien beau, là, un arbre généalogique, mais il y a de quoi jaser là-dessus, tu sais. Puis, bon, faire une histoire courte, j'avais vraiment pas beaucoup de temps là, pour préparer une présentation. Fait que j'ai réussi à trouver une petite heure ici, puis j'ai commencé à aller prendre des notes sur ma feuille à moi. Puis là, je remontais les noms, puis là, je trouve bon, c'est une Dion, donc elle a Jean Guyon, qui est son ancêtre, qui est l'ancêtre de toutes les Dions d'Amérique. Puis là, je découvre que Jean Guyon était le seigneur du Buisson, là, un fief là, qui avait été accordé par, rappelle-moi de son nom, le notaire, voyons, euh, Gaspard, non, pas Gaspard Boucher. En tout cas, j'ai un blanc, mais bon, il y avait un fief dans le château Richer. Puis là, bon, sa descendance va aller coloniser l'île d'Orléans, puis etc. Puis là, je retrouve aussi un Mathieu Amiot d'Villeneuve, qui a aussi Oui, une histoire quand même assez assez spécial. intéressante, etc. Ouais, puis c'est ça. Puis bon, il avait poursuivi sa mère là, pour avoir les terres, etc. Puis bon, on redescend, puis là, ben, je tombe sur Narcisse Dion, qui est son grand-père, qui est né à New Bedford aux États-Unis. Puis là, bon, ben, à ce moment-là, moi, j'ai pas toute la connaissance là, de l'exode des Canadiens français. Puis je trouve curieux. Puis je trouve plein Ouais, d'histoires intéressantes ici. Là que je prends en note, mais tu sais, pas une grosse présentation PowerPoint, etc., parce que j'ai pas beaucoup de temps. Bref, la journée de la présentation arrive, je fais la présentation, je ne veux pas timer rien, là. Fait qu'en l'espace d'une heure, j'ai réussi à préparer une présentation d'une demi-heure. ouais, Bon, c'est quand même Colin, hein. bien. Fait que bon, je me suis dit, puis là, ben, suite, ça a très bien été. Mais Puis suite à les gens, ça, ils ont aimé ça, cette présentation-là?
Oui, oui, en fait, bon, je pense qu'il y a un élément déclencheur dans tout ça. Il y a un des frères, un des oncles à ma tante, qui s'est levé puis il a dit écoute, Chloé, clairement, c'est pas la première fois que tu fais ça, là, une affaire de même, là. Je fais comme ben oui. Fait que là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose là, tu sais. Mais ceci étant dit, c'est là que j'ai réalisé que la généalogie, c'est le fun. C'est des noms, c'est des dates, comme je disais tantôt, mais il y a de la chair alentour de ça. Eh Puis bien, là, toi, c'est si on t'avait demandé de faire un arbre généalogique et une présentation, c'était pas la première fois que tu faisais de la généalogie. Non, c'était pas de la première fois que je faisais de la généalogie. J'avais fait un peu comme tout le monde, mon arbre généalogique à moi. Fait que là, bon, je connaissais un peu des petites techniques là, pour aller chercher les noms, les mariés, etc. Fait que j'ai réappliqué là, ces mêmes principes-là à ma belle-mère, tu sais. Puis un coup que j'ai eu fini cette présentation-là, ben après ça, je me suis dit, ben Colin, si c'est aussi intéressant pour ses ancêtres, ça doit être la même chose pour les miens. Puis ça doit être la même Ouais. chose pour les tiens. Puis ça doit être la même chose pour à peu près tout le monde. Fait que là, bon, j'ai continué à faire des recherches dans mon arbre généalogique en appliquant un Puis peu c'est là plus. que tu as commencé à dire, je vais faire des histoires de famille. Euh, Entre autres, un peu. Je m'étais dit, en fait, je devrais présenter, je vais peut-être faire des présentations généalogiques, tu sais, mais bon, OK. il faut se faire connaître. Puis là, bon, comment est-ce qu'on se fait connaître? Puis là, ben, je vais faire une présentation sur PowerPoint, puis j'avais fait des prototypes, tu sais, puis bon, de fil en aiguille aussi, c'est des commentaires de gens. Tu sais, moi, ça fait longtemps aussi que je me dis que ces histoires-là, j'entends des histoires de mon grand-père, puis mon père me conte des histoires de son grand-père à lui, donc mon arrière-grand-père. Puis je me dis, comment ça qu'on on n'a pas ça à l'écran? Tu sais, comment ces histoires-là, qui sont si intéressantes, ben ça passe pas nulle part à la télé. Ça doit intéresser du monde, Ouais. j'imagine, tu sais, si Parce ça que, parce que m'intéresse. si ton grand-père, c'est pas un premier ministre, là, il y a des bonnes chances qu'il soit presque pas mentionné dans les livres d'histoire, là, à moins s'il n'a pas fait quelque chose de politiquement ou de géographiquement ou de artistiquement intéressant, on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Fait que toi, tu as décidé que, ben, tant pis, l'histoire, c'est pas juste les personnes qui sont dans les livres d'histoire, c'est un peu ça. Exact, exact. Moi, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est justement les gens qui ne sont pas dans les livres d'histoire. C'est de défricher leur histoire à eux autres parce ils ont aussi une importance, peut-être moindre que certains autres, mais je veux dire, toute l'histoire est remplie de détails. Puis, tu sais, des événements marquants, c'est une somme de petits détails. Puis, bon, peut-être que nos ancêtres ont fait partie de ça, tu sais. Mais de fil en aiguille, je pense à ce projet-là. Ben, en fait, je me dis, OK, c'est pas à l'écran, mais aujourd'hui, en 20, puis là, bon, il faut dire, il y a la pandémie qui arrive, puis on a un Ouais. petit peu plus de temps, tout le monde, là, tu sais. Puis là, je me dis, Colin, qu'est-ce que je vais faire avec ces 15 heures de déplacement-là par semaine que je viens de sauver en temps, tu sais? Parce que, bon, aller-retour, ça rend au travail pour tout le monde, c'est quand même une bonne partie de notre semaine. Puis là, je me suis dit, bon, ben écoute, s'il n'y a personne qui va le faire, qui veut le faire, puis les outils sont là, hein? Ils faisaient Ouais. quoi nos ancêtres quand ils ne s'attendaient pas à ce que les autres fassent les choses à leur place? Ben, non, Quand il y avait quelque à chose à l'époque faire, où ils le faisaient. ouais, à l'époque Tu où il n'y avait pas, ce qu'il y avait pas de service, où il n'y avait pas d'eau courante, puis que tu défrichais la terre, si tu voulais avoir quelque chose, ben, tu trouvais quelqu'un qui le fait ou tu le faisais toi-même. C'est ça. Puis Fait que là, tu as décidé de le faire toi-même, puis tu as parti une chaîne. ouais. Puis, tu sais, comment ça se passe, partir une chaîne YouTube, là? Pour les gens qui n'ont pas de partie de chaîne YouTube, comme la plupart des gens qui nous écoutent, comment on part une chaîne YouTube? C'est quoi le processus de je crée puis je mets une vidéo en ligne sur YouTube, puis je commence à le faire, tu sais, pour que ça marche? Ben, en premier lieu, bon, faut s'ouvrir une chaîne sur YouTube. C'est relativement là, simple. Quand on a un compte là, sur YouTube, peu importe lequel, on s'ouvre une page là, avec YouTube Studio. Puis ça fait notre page, là. Ça, c'est la partie qui est relativement facile. C'est plus, bon, ça, c'est un travail qui est quand même de longue haleine, parce qu'au début, comme je disais, c'était une présentation PowerPoint où est-ce que je décrivais, voici. Puis bon, sans être
trop préparé, fait qu'il y avait des fois beaucoup des blancs de mémoire, ou tu sais, bon, mais c'était un prototype, tu sais, je l'ai fait pour 2 personnes en particulier, que je leur ai envoyé en privé. Ces capsules-là, ils existent encore, là, mais c'est vraiment là, des versions proto là, de tout ça. Mais avec ça, je découvre des trucs. Je me dis, bon, il faut que ça soit présenté un peu mieux que ça. Puis là, bon, ben moi, j'ai aucune connaissance dans tout ce qu'on va parler là, que ce soit de la recherche. Moi, je ne suis pas un chercheur, là. C'est pas, Tu n'es pas un recherchiste, puis tu n'as pas embauché un recherchiste pour faire le travail. Non plus, tu sais. Puis bon, au fil du temps, on se trouve des trucs. Puis moi, ben, en fait, ce que j'ai fait beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de spécialités dans ça. Puis je connais beaucoup de monde qui, chacun sait leur spécialité, ou entre guillemets. Des fois, il y en a ils travaillent dans le son, il y en a d'autres qui travaillent l'image, il y en a d'autres la scénarisation, puis etc. Puis bon, un des conseils que j'ai eu, c'est ce qu'on m'a dit, c'est attends pas d'être parfait. Parce que tu ne mettras jamais en ligne tes affaires. Ouais, tu n'es pas TVA ou Radio-Canada ou TV5. Là, le monde, ils ne vont pas dire ah, c'est plate, il aurait dû couper là puis refaire ça. Les mondes sont contents d'avoir le contenu. En tout cas, je pense. Je regarde comment est-ce qu'on a d'auditeurs, puis je me dis les gens sont contents d'avoir le contenu, puis ils savent qu'on n'est pas parfait, puis ça va bien. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça qu'on m'a dit. L'important, c'est ton contenu. Comment tu le livres. Ça va s'améliorer avec le temps. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a, c'est la chair, là, c'est le contenu en tant que tel qui est à déployer. Oui, puis on le voit au fur des émissions, là, la façon de présenter et d'amener les choses s'améliore. Puis, comment tu interagis avec le sujet, comment tu présentes le sujet. C'était beaucoup plus. Ceux qui veulent aller regarder les premières émissions, là, je vous encourage, mais c'est pas le même genre d'émission que les émissions qui sont publiées ce mois-ci, disons. Fait que là, tu commences la chaîne, puis tu t'installes, puis là, tu commences à parler, tu sais, les premières vidéos que tu as faites, là, on parlait d'histoire de famille. Puis là, toutes les émissions que tu as faites, ça ne parle pas nécessairement juste d'histoire de famille. Comment tu développes le contenu? C'est quoi l'idée en arrière du contenu de la chaîne? Ben, en fait, moi, originalement, c'est les histoires de famille. Tu sais, la première chose que je voulais raconter, c'est les histoires de famille. Puis, on parlait des étapes pour se rendre là. Une des étapes importantes, c'est la recherche. Puis moi, je veux dire que ce soit des registres. Tu sais, les registres nous donnent des informations. Tu sais, on peut savoir c'était qui leur parrain, marraine. On peut savoir des témoins qui étaient là. Le lieu, hein, il se marie à telle place en telle année. Donc, à partir de là, on peut aller voir l'histoire de ce lieu-là ou dans sa globalité. Tu sais. Quand je suis chanceux, ben, il y a aussi les recensements qui nous donnent beaucoup d'informations sur la vie de ces gens-là. Quand je suis chanceux, j'ai des photos, soit que les gens m'envoient ou que je trouve sur ces gens-là. Mais pour moi, le bonus, c'est quand on trouve des articles de journaux qui parlent les journaux parlent de certaines choses, des fois des gens directement, des fois de leurs entourages. Et éventuellement, tu as commencé aussi à parler de différents sujets. Moi, un sujet que j'ai beaucoup aimé en vidéo, puis surtout en audio, là, ça coule vraiment bien, c'est écouter. Tu parles de l'histoire du Canadien de Montréal. Je veux dire, nos ancêtres, au début, les premières saisons, c'était pas un club qui était de la renommée qu'on a maintenant. Des premières années, tu le couvres là-dedans, c'est pas quelque chose qui était correct. Mais maintenant, le Canadien de Montréal, c'est ancré. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. On est Québécois, on est Canadiens, on joue au hockey. Puis quand tu es à Montréal, là, je veux dire, on a tous des amis qui prennent pour genre Toronto ou Boston, là, puis ils se le font dire. Parce que les gens ici, ils prennent pour le Canadien de Montréal. Puis à une époque, on avait aussi une équipe à Québec dans la Ligue nationale, puis ça faisait des matchs épiques. Puis ça, mais tu parles du début de tout ça. D'une façon assez intéressante. Tu parlais de journaux tantôt, c'est que tu vas fouiller dans les journaux, puis là, tu nous couvres qu'est-ce qui s'est passé pour le Canadien, là au-dessus de 100 ans. Écoute, ce qui m'a embarqué là-dedans, justement, les articles de journaux, tu en parlais tantôt, il y a aussi dans les histoires de famille, bon, il y en a 5 là, qui ont été développées jusqu'à présent. Il y en a d'autres là, que je vais travailler dessus dans le temps des fêtes. Mais une des histoires, c'est Alexandre Mallette,
et Elenda Aumet. Puis Alexandre Mallette, un moment donné, je lis dans un article qui dit il propose Edgar Leduc comme maire de la Chine. Bon, c'est lui qui a mis sa proposition. Là, tu vas me dire, c'est qui ce Edgar Leduc, tu sais? Puis là, bon, je vais faire des recherches là-dessus, puis je trouve ça Edgar Leduc, tu sais, ancien député, parce qu'il bon, il était maire de la Chine, par la suite député, mais avant ça, Edgar Leduc était de la première édition du Canadien. Quand même. Dans la saison 1909-1910. Fait que ce tabarouette, attends un peu, là. L'arrière-grand-père de ma blonde a proposé comme maire un ancien joueur du Canadien, tu sais. Tout est dans tout. C'est parce qu'aujourd'hui, tu regardes le Canadien, puis tu sais, bon, à part, tu sais, je veux dire, quelques noms qu'on pourrait dire, ah, ben, le gars, il vient de telle place ou il vient de telle place, puis il y a potentiellement quelqu'un ici qui l'a connu, tu sais. Bon, il y a très peu de joueurs que c'est comme ça, mais à l'époque, tous les joueurs, c'était du monde comme moi puis toi qui était juste, c'était ton chum le plus talentueux dans le sport, là. Ouais, ça se trouve que sa job, lui, c'est jouer au hockey. Puis il joue. Mais tu sais, faire un parallèle avec maintenant, c'est comme si tu disais hey, la semaine passée, j'ai présenté Carey Price pour être maire, tu sais. C'est ça, c'est ça. C'est comme, c'est particulier. C'est ça. Puis bon, puis on me raconte avant ça, les joueurs étaient plus proches des gens, etc. Puis là, on parle de l'époque que nos parents ont connue, l'époque de Maurice Richard, etc. Oui, puis encore des années 50, tu sais, tu pouvais, il n'y avait pas de barrière là, entre le banc des joueurs. Là, tu pouvais aller taper sur l'épaule du gars et dire salut pendant la game. Pas sûr que c'est une bonne idée parce qu'il était occupé, là, mais tu pouvais. Je veux dire, à cette heure, c'est comme, il y a de la sécurité et tout, là, parce que les mœurs sont changées, mais à l'époque, les gens étaient plus proches. Tu sais, les journalistes des Coupes Stanley des années 60-70, ils allaient dans la chambre des joueurs pendant que les gars se changeaient. C'est plus exactement comme ça. Maintenant, c'est des points de presse officiels, et ainsi de suite. Mais à l'époque, tout était plus proche. Puis, ben, les gens, tu sais, le contact des gens était différent. Donc, toi, tu avais des gens dans ta famille, tu sais, dans ton arbre généalogique qui parlent puis qui proposent un ancien joueur de hockey comme maire de la ville où est-ce qu'il est, ben, la ville de la Chine. Puis c'est de là que tu es venu l'idée de dire, regarde, on va parler de tout ce beau monde-là du début du Canadien. C'est quoi le processus? Ben, en fait, il y a eu deux points à ça. C'est parce qu'au début, je voulais sortir une émission par semaine, mais assez vite, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup trop de détails, il y a beaucoup trop de choses à faire. Puis bon, là, on est allé. Mais ça me permettait, parce qu'au début, c'est ça, je m'en vais lire. Je dis, Colin, attends un peu, là, c'est vrai, le Canadien, c'est en décembre, on va rechecker la date pour être sûr. Je m'en vais trouver l'article là, qui parle de la fondation du Canadien. T'sais. Puis là, je me dis, Colin, c'est donc bien intéressant. Fait que je vais. Mais il se passe quelque chose le lendemain, puis le surlendemain, puis l'autre lendemain après. Puis là, l'équipe, il faut qu'elle se construise. Puis c'est tout aussi intéressant que le premier article. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais en faire une par jour. Je vais faire une revue de presse par jour. Puis ça va me permettre de travailler beaucoup sur le montage. Ça, en faisant un par jour, des petites capsules, ben, ça me permet de m'améliorer, puis aussi de livrer du contenu, puis bon, tant au niveau de la narration. Hein, ça, avec, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans la vie, de faire de la narration. Puis bon, de fil en aiguille, bon, je faisais des vidéos là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis dit, Colin, les vidéos, ça commence à faire pas mal de travail. Fait qu'aujourd'hui, j'ai refait la saison 1 qui est disponible sur toutes les plateformes audio comme Spotify ou iTunes, etc., Google, que vous pouvez aller. Puis on commence la saison 2 et commencer. Là, je viens de sortir une 11e revue de presse. C'est des petites capsules de 5 minutes. En n'ayant pas à faire de montage, ça me permet aussi de détailler un peu plus, d'aller lire, d'aller chercher plus d'articles là, qui détaillent la situation. Mais écoute, moi, personnellement, la saison 1 du Canadien, je comprends pas qu'on n'ait pas fait une télésérie encore là-dessus. Ce serait intéressant. Peut-être qu'il faudrait lancer l'idée à des gens. Mais là, tu vas faire la saison 2, tu vas faire toutes les 100 quelques années du Canadien en revue de presse? Moi, je vais en faire en autant que ça l'intéresse le monde. Tu sais, je veux dire, je fais pas beaucoup de publicité. Parce que là aussi, l'autre affaire, tu sais, pourquoi que je fais ça, c'est que je connais l'histoire du Canadien quand même, là, d'une base, comme bien des gens, mais c'est
C'est Maurice Richard et Oui. post-Maurice Richard. Le monde Puis connaisse la dynastie du Canadien, quand il gagnait presque toutes les Coupes Stanley. c'est ça, mais avant ça, j'avais entendu le nom de Jack Laviolette, Newsy Lalonde, Didier Pitt, mais les situer dans le temps où te dire que Jack Laviolette a été le premier capitaine du Canadien, ça, je n'aurais pas été en mesure là, de te dire ça. Là, c'est surprenant. Je pense que Jack Laviolette, son numéro, son nom n'est même pas retiré là, pour le Canadien, mais s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu de Canadien. En effet. En effet, je pense qu'il y a Newsy qui ont retiré, me semble. Je ne suis pas sûr, là, mais il n'y a pas. Bon, il faut dire que ça a pris du temps avant qu'il y ait des numéros, ces chandails aussi. Oui. Il y a ça, là, fait que je ne sais pas si. Je ne suis pas rendu là. Mais, il pourrait tirer un chandail, pas de numéro. Oui, tout à fait, là, pour ceux qui ont été là. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce que tu vas faire? Ben moi, présentement, la saison 1, bon, disons que j'ai commencé la saison 1, mais là, ça va faire 1 an aujourd'hui. Ou pas aujourd'hui, mais le 6 décembre que je vais avoir fait la première capsule. Puis on parle d'environ 4000 écoutes. Ouais. 35 abonnés sur Spotify. Je n'ai pas d'autres statistiques, malheureusement, que ça. Fait qu'il y a peut-être des abonnés sur les autres plateformes. Je ne pourrais pas le savoir. Mais avec les statistiques, fait que moi, tu me dis combien combien de temps tu vas faire ça? Ben, tant que l'auditoire va être là, puis tant que l'auditoire va être grandissant. Je ne fais pas beaucoup de pubs dessus parce que, justement, on dirait que les chemins se sont détachés, là. Le monde font moins lien entre la généalogie puis le hockey. Bon, moi, ça aussi, je pense que c'est le moment de demander à nos auditeurs, si vous aimez ça, parlez-en. Vous êtes notre meilleur promoteur. On ne fait pas de promotion. Donc, si vous aimez ça, parlez-en. C'est le moment de mettre des pouces sur les vidéos, puis d'en parler à vos amis. Dites-le à Eric que vous aimez ça, parce que c'est ça qui fait qu'il encourage puis qui fait qu'on continue là-dedans. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Puis des fois, c'est des surprises. Hein. Des fois, je croise des gens à quels que je ne m'attendais pas du tout, puis qui vont me dire hey, j'écoute tes affaires, j'aime ça, telle affaire, j'aime moins ça, j'aime ça, tel type de concept. Ça, c'est bon. Puis moi, je prends en considération beaucoup de commentaires. Là. Je ne dis pas toutes, là, mais je veux dire, quand c'est facilement... C'est réalisable, là, ça vaut la peine. On ne sait pas ce que les gens aiment si on ne leur demande pas. Puis, ben, étant donné que la diffusion qu'on fait là, c'est un peu dans un seul sens, on n'a pas de rétroaction si le monde ne vient pas nous le dire. Donc, quand on en a, c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça. Mais donc, bref, pour l'histoire du Canadien, je dis toujours à la fin, si vous avez aimé ça, parlez-en à vos amis. Puis c'est ça. Puis c'est un peu comme ça que se bâtit cette communauté-là de l'histoire du Canadien, qui est un peu maintenant parallèle, mais c'est sûr que quand je vois un lien entre quelqu'un, je vais en mentionner. Quand on parle d'Edgar Leduc, ben, j'en glisse un petit mot. C'est sûr qu'Edgar Leduc, je le connaissais avant qu'on en parle dans les journaux. Puis ceci étant dit, la saison 1 est très excitante pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais c'est quand le monde dit c'est la pire saison du Canadien cette année, quand le monde commence là, non, il y a eu vraiment pire. Les débuts n'ont pas été très roses. Ça passe, c'est difficile de faire mieux que 2 victoires, 12 défaites à ta première. Fait que, donc, quand le monde dit c'est la pire saison, non, va écouter la première saison. Mais pour la deuxième saison, regarde, de toute façon, ce n'est pas des grands secrets. Là. Les gens peuvent aller voir les résultats là, sur des Wikipédia ou peu importe. Là. Mais bon, la deuxième saison va mieux se passer pour le Canadien. Ouais. Là, autre que le Canadien, pendant la pandémie, tu le disais, là, finalement, on se déplace moins au bureau. Là, le télétravail commence à être quelque chose qui est très répandu, là, même maintenant qu'on n'a plus d'obligation d'être à la maison. Toi, tu utilisais ça, puis tu as décidé de changer, de déménager dans un endroit que moi j'aime beaucoup, là, parce que tu es comme voisin du village de mon arrière-grand-père. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Puis, fait que là, tu as déménagé dans une maison ancestrale à Namur. Pour les gens qui ne connaissent pas Namur, là, c'est dans l'Outaouais, là. C'est vraiment dans l'Ouest. Comment t'es venu l'idée de déménager à Namur? Puis ensuite, qu'est-ce que ça a donné faire ça?
Écoute, il y a bien des raisons personnelles là, qui nous ont amenés. Avant la pandémie, on avait comme projet là, jadis, là, pas jadis, mais projet futur de s'établir un peu plus loin lors de notre retraite. Puis bon, on avait trouvé une bonne opportunité à ce moment-là, fait qu'on a sauté sur l'occasion. Puis là, bon, de fil en aiguille, là, la pandémie est arrivée, on peut travailler de la maison, etc., etc. Ça fait que j'ai déménagé là, depuis un an dans ce lieu-là qui est Namur, proche de où est-ce que ton arrière-grand-père et Notre-Dame-Café. arrière-arrière-grand-père ont habité, ont même été pionniers. Puis, bon, ce qui est le fun là-dedans, c'est évidemment, il y a des travaux à faire. Fait que là, pendant qu'on n'est pas là, à ce moment-là, c'est une résidence secondaire. Fait qu'on fait les travaux pendant qu'on n'est pas là. Puis, dans le garage en haut, il y a beaucoup de stocks qui ont laissé, l'équivalent d'un container, là. Puis à travers l'équivalent de ce container-là, bon, le gars qui fait des travaux chez nous, il trouve une boîte à peu près grosse comme un pied par un pied, un pied là, par un pied. à peu près. Puis il me disait, hey, je pense que ça va t'intéresser, ça, parce que moi, j'y avais évidemment parlé de ma passion de l'histoire, donc il dit, Eric va capoter, puis c'est ça, c'est tous les documents. Ben, pas toutes, là, mais beaucoup de documents qui ont rapport avec la famille que j'ai acheté. Puis je veux juste te corriger, c'est pas une maison officiellement ancestrale, mais le lot l'est. Le lot a été date de 1880 environ. Quand Je n'ai même. pas les papiers officiels, là, mais ils apparaissent dans le recensement de 1891, ils apparaissent ici. Là. Donc, c'est quelque chose qui. Donc, c'était avant ça. Puis bon, à travers là, ces histoires-là, écoute, j'aurais plus l'intention que de te laisser continuer sur ce sujet-là. C'est quoi, toi, qui t'intéresse dans les documents là, par rapport à l'histoire d'une maison? Ah, c'est passionnant. Tu as trouvé des documents. Tous des documents que quelqu'un avait gardés, conservés, mis dans son garage, qui datent de avant que toi tu aies la maison. Puis là, tu as des documents qui datent du début de la maison, des documents, des trucs notariés, des changements de propriété. Tu as des trucs qui datent de la guerre. Tu sais que j'aime beaucoup l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale là, pour plein de raisons, incluant le fait que j'ai de ma famille qui ont participé. Puis là, ben, dans l'histoire d'une maison, dans le fond, c'est tu parles, tu sors les documents, puis là, tu parles de ces documents-là, puis tu parles de l'histoire. Tu sais, là, c'est un cas spécifique, c'est une résidence que tu es propriétaire, mais c'est les gens qui ont habité là, qu'est-ce qu'ils ont fait, à quel moment, puis là, tu vas discuter de, OK, à ce moment-là, tu sors un document, là ici, tu regardes, il a été exempté là, pour la guerre pour une raison. Puis c'est quoi tous les sujets que tu as réussi à trouver dans les différents documents que tu avais? C'est souvent des achats ou ventes de l'eau. Oui, les Il documents va y notariés. avoir, il y a des taxes scolaires et municipales et corporatifs. Il y a comme tu disais, tout ce qui a rapport avec la Première Guerre mondiale. Bon, pour mettre dans le contexte, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est François-Auguste Blanc, qui est un Français de France, qui marie Marie-Louise Desormeaux à Saint-Jérôme l'année exacte 1887 à peu près de mémoire. Mais bon, est-ce que là, je me dis, Colin, à Saint-Jérôme, c'est qui le curé de Saint-Jérôme à cette époque-là, Yann? C'était-tu le curé Labelle? C'est le curé Labelle. C'est pas lui qui les a mariés, c'est son vicaire, mais c'est le curé Labelle qui est le curé. Fait que là, moi, je me dis. Clairement, ils ont connu le curé Labelle, et puis ce serait probablement pour ça qu'il serait installé dans la région étendue du territoire que le curé Labelle il faisait la promotion. Exact, exact. Puis moi, je veux dire, quand que je découvre cette histoire-là, puis je fais, OK, la maison ici, c'est parce qu'il y a eu le curé Labelle un jour, là. C'est relié à notre histoire. Là. Je veux dire, le curé Labelle, c'est pas juste un nom de boulevard. C'est quelqu'un qui a existé et qui a été important pour le développement des Laurentides. On a une émission sur les Laurentides, ceux qui ne l'ont pas écouté, là, Oui. super intéressante.
Oui, tout à fait. Oui, puis en plus, on va y revenir tantôt là, dans un autre sujet, mais oui, effectivement. Philippe qui raconte l'histoire d'un art, justement, il y en a une émission sur le curé Labelle, puis bon, il nous contait aussi le curé Labelle. Il y a des points de colonisation que c'est pas des hameaux, mais c'est des extensions, tu sais, comme on peut supposer que Notre-Dame-de-la-Paix, c'était Saint-André-Avelin, puis bon, ça a pris de l'expansion, puis là, on fait une paroisse à Notre-Dame-de-la-Paix. Mais Saint-André-Avelin, c'est peut-être le curé Labelle qui est arrivé ici, puis qui a planté une croix, puis il a dit, ici, on va faire une colonie un jour. Oui, puis tu sais, la même chose, tu dis Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-André-Avelin, il y a eu un changement, là, ils ont fait une paroisse puis une municipalité avec ça, mais on avait démontré déjà que les Lauzons qui sont venus s'installer au début de Notre-Dame-de-la-Paix avaient déjà été en contact avec le curé Labelle, ils le connaissaient. Donc, clairement, c'est la même chose, là. Ceux qui sont venus s'installer dans la région où tu habites, ils se sont fait dire à un moment donné par le curé Labelle, hey, regarde, il y a une colonie, tu vois, ça va être bien là, c'est correct. Puis il a été encouragé à faire ça. Puis ça, c'est l'histoire du Québec, c'est l'histoire de nous que tu explores dans des documents. C'est super intéressant. Oui, puis en fait, l'histoire de François-Auguste Blanc, Marie-Louise Desormeaux et leurs enfants, ben, va probablement ressembler à celle de tes arrière-grands-parents. Oui, puis il y a Parce celle de que. plein d'autres arrière-grands-parents. Les gens qui écoutent ça, là, c'est tu sais, c'est un cas spécifique, mais ce qui fait, en tout cas, moi, ce qui fait que c'est intéressant, puis on part toujours du principe que si moi puis toi, on trouve ça intéressant, on n'est sûrement pas les seuls. Mais si moi, je trouve ça intéressant, c'est pas parce que c'est pas, tu sais, j'ai pas de lien avec François Cusblanc, mais tout ce qu'il y a autour, comment ça Mm, s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, c'est l'histoire de nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. C'est super intéressant parce que là, on a quelque chose de spécifique. On a la chance d'avoir un amalgame de différents documents d'un même endroit, d'une même famille, ce qui est quand même assez rare. Tu sais, mhm, c'est des témoins du passé qu'on a, que toi, tu as eu la chance, là. Toi, tu as eu la chance de vraiment par hasard de mettre la main dessus. Ça mm. tombe bien parce que tu as une chaîne qui permet de le faire. Donc, tu as fait une émission sur ça, mais tu sais, ça aurait pu. Quelqu'un d'autre aurait acheté la résidence que tu as maintenant, puis ça aurait probablement passé au shredder ou été Mhm, au recyclage. tout C'est à fait. dommage parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Comme je dis, c'est un témoin du passé qu'on a la chance maintenant d'explorer. Puis c'est super intéressant. Sérieux, j'encourage tous les gens qui aiment Mhm. l'histoire là, à aller regarder ces émissions-là. On va avoir Ouais. un lien là, en commentaire. Puis pour en revenir à les types de documents, on parlait de conscription, il y a aussi un testament qui s'en vient. Il y a aussi bon, la Deuxième Guerre mondiale qui s'en vient, où est-ce qu'il y a... bon, là, on a un enrôlement, on n'a pas une exemption. Il y a... il y a des permis de conduire. Il y a, ben, en fait, quand je suis arrivé ici, j'avais trouvé une petite boîte dans le garage. Où est-ce qu'il y avait le permis, excuse-moi, il y avait le permis de chasse. Excuse-moi, oui, le permis de chasse, puis la carte de chômage d'Elzéar Bédard. La carte OK? de chômage, ça, c'est pendant la Grande Dépression, genre? Non, c'est après ça, parce que c'est des années 50-60 de mémoire, puis il s'en va bûcher à Val-d'Or. Wow! C'est pas à la porte. Ouais. Puis là, ben, tu sais, moi, je trouve ça un peu anodin, mais à force de lire sur l'histoire, ben, ici, tu n'avais plus de bois là, à couper là, à un moment donné. Puis c'est une place de bûcheron, là. Je veux dire, toutes les places au nord, là, les Laurentides, la Nodière, tout du monde qui ont bûché, là. Fait que là, l'hiver, ils continuent à aller bûcher. Ça devient une tradition. Ça fait au-dessus d'une centaine d'années qu'on fait ça. Fait qu'elle dit, ah, ben, il s'en va bûcher à Val d'Or parce que là, Ouais. c'est rendu là qu'on s'en va bûcher à ce moment-là, tu sais. C'est comme Puis ça là, que tu démontres que tu étais un homme à l'époque. Tu es capable d'aller bûcher le bois. ouais, puis la drave, c'est probablement l'épreuve ultime. C'est, Oui, c'est quelque chose, la drave, là, ceux qui ne connaissent pas le concept de draveur, là, on coupe le bois, on met les bio dans l'eau, puis on s'organise que tout se rende en bas comme il faut, là. Se promener sans outils et sans veste de sauvetage sur un bio de bois qui peut tourner puis t'amener dans de l'eau glaciale, et ça prend un type de gens, là. C'est pas tout le monde maintenant qui ferait ça.
Mm. Puis pour juste en revenir sur les documents, les derniers documents, il y avait un autre aussi document qui était de Placide Lafont, son permis de conduire. OK, Ça, on est dans les années au bureau 65. des licences à l'époque. Oui, bureau des licences. Il y a ça chez nous. Mais là, l'affaire qui est bizarre là-dedans, c'est que Placide Lafont en question, là, C'est qui, Lafont, lui? là, c'est pas, ça vient pas d'ici, c'est pas, il vient de Saint-Grégoire de Nicolet. Il est passé par là puis il a laissé son permis par hasard. As-tu une idée de c'est quoi le lien pour comment ça que le permis est là? Je veux dire, c'est pas arrivé. C'est ça c'est ça que jusque là, j'ai pas L'affaire que je sais par contre, c'est qu'il y a un Placide Lafont dans ces années-là à Saint-Grégoire de Nicolet, qui est maire de Saint-Grégoire de Nicolet. C'est ça, il y a des gens qui nous écoutent qui sont liés à Placide Lafont puis qui pourraient avoir une idée de ce qu'il faisait à Namur ou pourquoi est-ce qu'il a laissé son permis de conduire à Namur. On serait vraiment curieux de savoir. Puis ce qui est aussi très drôle là-dedans, c'est qu'en passant du côté de mon père, Béliveau, ça vient d'où? Béliveau, Saint-Grégoire de Nicolet. Hmm. Quand même, hein, tout un hasard. Puis, Ouais. puis Tout est dans tout. les articles de journaux que je trouve par rapport à Placide Lafont, là, une fois sur deux, ils parlent aussi d'un Béliveau, qui n'est pas relié là, Qui de n'est pas près. Je n'ai relié. pas vraiment checké, mais c'est pas un cousin là, à mon grand-père là, ou quelque chose là, qui a rapport, mais il y en a des Béliveaux là, à Saint-Grégoire de Nicolet. Là, fait que c'est ça. Puis là, au travers de tout ça, puis des différentes émissions, nous, on se connaît déjà. Pour les gens qui ne savent pas, moi, Péric, on vient de la même région, donc on a été à la même école secondaire régionale. Puis donc, plus tard, quand on travaillait, qu'on venait de la même banlieue, puis qu'on s'en allait au même centre-ville, on prenait le même train de banlieue. Puis, tu sais, fait que c'est comme, hey, salut, qu'est-ce que ça, tu sais, on jase. Avec tes talents de raconteur, là, qui, de toute évidence, ça vient de ton père. Ça faisait toujours des déplacements plus intéressants que de voir plein de gens qu'on ne connaît pas vraiment et auxquels on ne parle pas. On s'entend que du centre-ville de Montréal, venir jusque dans le coin de Dorion, c'est à peu près 1 heure. 1 heure à jaser, c'est toujours le fun. Fait que éventuellement, pendant que tu avais ton émission, ça se trouve qu'on se parle un moment donné. Puis là, on commence à parler de différents ancêtres. Puis là, on discute ensemble. Ah, ça, c'est un sujet qui devrait être intéressant. Tu devrais trouver le moyen de mettre ça sur ta chaîne YouTube. Ah, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Tu devrais trouver le moyen de mettre ça sur ta chaîne YouTube. Ben, tu as trouvé un moyen. Oui, oui, je pense que je vais te dire quelque chose que tu ne savais pas jusqu'à présent. Ben, quand tu me parlais de l'objectif de la chaîne de Raconte-moi mes ancêtres, c'était ça. Honnêtement, mon objectif, c'était Parlons ancêtres. C'est ce que je voulais arriver à faire un peu comme émission. La seule affaire, c'est que ça me prenait quelqu'un. Puis là, tu as Tu sais, trouvé quelqu'un. puis, ben, écoute, à un moment donné, ça s'est adonné que, justement, on a eu une discussion de genre. Puis là, ben là, j'ai fait, OK, puis oui. Puis là, ben, je t'ai proposé ça. Puis au début, hein, on voulait avoir, c'était une discussion qu'on se disait, bon, on devrait avoir un Oui, autre invité, puis jaser d'un sujet en oui. particulier. D'où le nom Parlons Euh, ancêtres. On parle, on jase avec un invité, d'une discussion un peu comme quand on parlait avec nos oncles, nos grands-oncles autour d'une table avec une bière d'or, puis qu'on jasait d'un sujet qui les intéresse. exact. Ouais. Tu sais. Puis là, on va en parler pendant le temps que puis ça va être notre sujet principal. On ne parlera pas de dinosaures, on ne parlera pas de la bourse, on ne parlera pas de l'inflation, on va parler de ça. Puis c'est ça. Puis moi, bon, maintenant, tu connais l'histoire de mon grand-père. Puis une des choses qui m'avait allumé de la généalogie, quand je te disais tantôt comment ça se fait que ces histoires-là ne sont pas racontées à l'écran. Tu sais, moi, quand mon père me racontait ça, quand j'avais 20 ans, je me dis, Colin, il faut que ça soit à l'écran, cette histoire-là. Tu sais? Puis Oui, bon, ouais, après ça, tout à fait. Je comprends le feeling. Moi, je me souviens d'une fois avec mon grand-père, on passait à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis là, il me disait, ouais, moi, je savais pas que c'était un hôpital qu'il y avait à Sainte-Anne. Puis il me dit, j'ai déjà été à cet hôpital-là. Un petit kid de 8 ans ne comprend pas qu'il est en train de me dire qu'il était dans un hôpital militaire. Plus tard, je suis comme, ah, j'aurais tellement dû en jaser avec lui. Mais c'est le hum, genre de choses qui se perdent facilement, puis que si nous, qu'on s'en souvient, on n'en parle pas,
personne ne va en parler, puis dans 1, 2, 3 générations, ça va être perdu. Un peu de la même façon que on connaît nos grands-parents, on connaît moins nos arrière-grands-parents, puis souvent, on ne connaît presque pas nos arrière-grands-parents, juste parce que les occasions de parler de ces générations-là ne sont pas souvent présentes. Donc, on a une émission où est-ce qu'on en parle, puis idéalement, si tout se passe bien, mes arrière-arrière-petits-enfants, ils vont nous regarder. Salut les arrière-arrière-petits-enfants. Puis ils vont nous regarder, puis ils vont dire, ah, c'était ça mon arrière-arrière-grand-père, Yann. Puis il aimait ça, la généalogie, puis il en parlait. C'est comme ça qu'il parlait. Il parle drôle, puis il parle de sujets qui sont un peu différents de ce que nous, on parle. C'est un peu ça le concept, l'idée à la base. C'est de pouvoir propager l'information, parce que plus que ça remonte dans le temps, plus qu'elle est facile à perdre. Donc, si on est capable de la sauvegarder, puis de la présenter, autant que ça nous intéresse nous autres, puis que ça intéresse des gens, autant que idéalement, ça va pouvoir être propagé dans le futur. Oui, puis ben, c'est exactement ce que tu dis. C'est une des choses, c'est de figer dans le temps cette histoire-là. Peu importe, ça peut être un film, une télésérie, un whatever. Ça peut. Mais là, c'est ça, je me suis dit, OK, voilà l'occasion que mon. Puis pas moi qui la raconte, là, mon père qui la raconte. Oui. Ton là, père ben, qui était la première personne qu'on a passé en entrevue, là, c'était super agréable. Oui, puis qu'on a parlé justement de l'adoption de mon grand-père. Puis c'est ça, c'est des sujets qui semblent peut-être anodins, mais c'est des sujets qui ont touché tous nos ancêtres. Là. Si ce n'est pas eux autres qui ont été adoptés, ils ont peut-être eu un cousin là, qui est arrivé dans la famille parce que ses parents sont morts en bas âge, puis ils ont adopté le cousin, ou peu importe, ou qui ont été dans un orphelinat. C'est la réalité là, de tous et chacun. De beaucoup de nos ancêtres. C'est ça. Puis, ben, après ça, on s'entend, on a une tonne d'ancêtres. On double le nombre de représentants familiales à chaque génération. Fait que quand tu remontes de 6, 7, 8, 9 générations, ça commence à faire pas mal de monde. Il y en a là-dedans qui vont avoir eu des vies différentes. Puis généralement, on va finir par en trouver. Là, c'est pas toujours facile à déceler, mais quand on est capable de trouver les adoptions, si on est capable de remonter au parent biologique, là, les traces n'étaient pas les mêmes que ce qu'on a maintenant. Les services sociaux n'étaient pas les mêmes que ce qu'on a maintenant. Exact. Puis bon, tu sais, de fil en aiguille, parlons ancêtre, ça nous a amené là, avec plein d'autres sujets. C'est la 17e là, qu'on est en train d'enregistrer. On a parlé. Ça passe vite. Quand même. On a parlé de la santé, on a parlé de la religion, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu Philippe en entrevue qui nous a parlé de la colonisation des Laurentides. On a parlé de hockey puis de sport. On a parlé de hockey, on a parlé des soldats du régiment de Carignan-Salière avec Paul Lavigne, qui, on a tout au moins un soldat du régiment de Carignan-Salière. Si c'est pas. Écoute, il y en a des fois qui sont rendus à 72. Là. La seule façon de ne pas en avoir, c'est de devenir une famille qui a émigré par la suite, puis que cette famille-là ne se soit pas mélangée avec ce qu'on appelle traditionnellement les Québécois de souche. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. On touche à des sujets. Moi, c'est ça que je trouve vraiment le fun, c'est parlons ancêtre. Bon, puis on a rencontré 2 Franco-Américains jusqu'à présent qui étaient super intéressants. Encore une fois, moi, l'histoire des Franco-Américains, l'Exode, on avait entendu parler un peu, mais c'est pas mal plus notre histoire qu'on le pense là, quand on creuse un peu. Là, on l'a démontré. C'est 30 secondes dans nos cours d'histoire de secondaire 4 à l'époque qui dit ouais, les francophones y allaient vers les États-Unis pour travailler. Et puis, that's it. C'est pas that's it, c'est quand même une partie intéressante. Il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont des descendances, non pas seulement au Québec ou au Canada, mais aussi aux États-Unis. Puis ça vient en plus se mélanger avec les Acadiens qui avaient été déportés un peu partout, comme en Louisiane, ou peu importe, les descendants acadiens. Puis tout ce beau monde-là, ils ont encore un attachement profond à la culture québécoise, comme nous, un attachement à la France plus qu'à l'Angleterre. Ouais. Puis c'est ça, on a d'autres sujets qui s'en viennent. Hein. On a des sujets super intéressants. Puis il y en a qui sont déjà déterminés, puis il y en a d'autres qu'on cherche des intervenants. Je pense que ça, quand même, je te dirais que c'était plus difficile de trouver des invités au départ.
Là, on en a 15-16 là, qu'on peut montrer, voici ce qu'on fait, puis ça devient plus facile là, à trouver des invités. Mais on lance toujours là, à chacune des émissions, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à passer en entrevue. Puis jusqu'à présent, on est allé en chercher quelques-uns. C'est vraiment le fun, la participation là, des gens à ce projet-là. Qui est pas, on s'entend, là, on n'est pas rendu dans les milliers là, de vues, mais on va chercher une centaine, 200 vues là, par émission. Là, puis à date, ça va très, très bien. Là. On s'améliore en plus parce qu'on n'avait jamais fait ça, de l'animation, puis On fait pas une formation de je pars une chaîne YouTube et je la publicise. Ouais, c'est ça. Bon, pas qu'il n'y en a pas, mais on n'a pas passé à travers ça. C'est ça. Quelque chose d'autre que tu as fait, moi avec le travail, je me déplace là, quand même un peu partout dans le monde. Puis je suis allé 2 fois en France. Je trouvais ça intéressant. J'en ai profité pour aller en Normandie, voir les plages du débarquement. Puis quelque chose que j'aime faire à ce moment-là, c'est d'aller voir les cimetières de l'ours que nos ancêtres étaient. Je suis allé voir l'église où est-ce que Guyon a fait l'escalier en colimaçon, que j'ai pas pu voir l'escalier. J'ai vu la porte qui le bloque, puis j'ai vu une photo de l'escalier. Mais je déplace, puis je regarde les différents endroits où est-ce que nos ancêtres ont été, les églises. Des fois, c'est immense, des fois, c'est minuscule. Puis là, pendant qu'on fait ça, je t'en parlais, il faudrait qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis toi, ensuite, pendant que tu te déplaces dans notre beau pays, là, dans le Québec, tu regardes les différents endroits où est-ce que, encore, il y a des centaines d'années, on n'est pas aussi vieux que la France, mais tu te déplaces dans les cimetières, puis là, tu as trouvé quelque chose à faire avec tes déplacements comme ça. Ouais, ben en fait, l'idée m'est venue là. J'étais sur place. On s'en va en vacances. Ma blonde, son grand-père qui était de Roberval, dit on va aller visiter sa pierre tombale au cimetière, qu'on avait déjà visité là, la dernière fois qu'on est allé, 6-7 ans avant. Puis là, ben, on s'en va au cimetière. Puis là, moi, je suis là. Puis là, tu n'as pas trouvé sa pierre tombale à Roberval. Ben, en fait, on l'a cherché longtemps. On a même trouvé un couple là, qui était là. Eux autres, ils connaissaient ça comme le fond de leur poche. Ils étaient là toute fin de semaine. Il y avait, bon, mon grand-père est là, la tante, une telle est là, ci, ça. Puis bon. Fait que j'en vais jaser avec eux autres. Puis là, oui, des Dion, il y en a dans tel coin. Hey, on a fait le tour avec ma blonde, avec la madame de son bar, moi avec le monsieur. On a fait le tour, puis on n'a jamais trouvé la pierre tombale, tu sais. Bon, pour finalement questionner. Puis là, ce qui est curieux là-dedans, c'est que quand on rentre, je me souviens tu rentres, c'est soit la première ou la deuxième rangée à droite. Puis là, ben, on s'en va là. Puis là, il y a une pierre tombale avec pas le grand-père de ma blonde, mais du côté de la mère à ma blonde. Du côté paradis et non pas Dion. Puis là, à côté, il y a un vide. Ben, là, tu te dis peut-être qu'ils ont enlevé la pierre. Ben, c'est ça qu'on avait. On s'est collé, voyons, puis c'est très plausible que Roland Dion soit enterré à côté de ses beaux-parents. Ça peut arriver, là. C'est pas la première fois là, qu'on verrait ça, là, tu sais. Puis bon, finalement, faire une histoire courte, il n'y a pas à Roberval qui est enterré. La cérémonie a eu lieu à Roberval, mais il est enterré à Dolbeau. Fait que, puis le cimetière de Dolbeau, quand tu rentres, la configuration est relativement semblable. Là, je veux dire, j'ai vu beaucoup de cimetières dans ma vie. Puis bon, il y en a que tu vois que l'ingénieur, c'est le même là, qui est engagé aux deux places. Là, ben, c'est tout au lac Saint-Jean. Potentiellement, que c'était les mêmes missionnaires au départ qui s'occupaient de différentes églises. Il faudrait voir. Ouais, mais là, dans ce cas-là précis aussi, c'est que là, j'ai découvert des choses en faisant un petit peu plus. Parce que là, l'idée m'est venue de dire, Colin, je vais filmer les pierres tombales. Puis on ira voir c'est qui les familles dominantes, le patronyme qui est le plus dans cette région-là. Puis on va aller voir quoi l'histoire de ce monde-là. Puis de là, le nom.
sur la route de nos ancêtres, parce que je veux démontrer que si tu trouves un chevrier à Bécomo, là, ben, ses ancêtres, ils viennent pas de la Côte-Nord. Si tu trouves un cimard là, à l'île Perrot, il y a des maudites bonnes chances qui viennent de Charlevoix. Ouais, il y avait, les familles ont évolué. Là. Chaque fois qu'on parle d'une famille, on dit OK, il y avait des colons là, puis là, ils se déplacent. Puis là, tu vois des lots, là, des lozons dans Saint-Jérôme, il y en a un puis un autre, là, de la même façon qu'en Beauce, tu vas en trouver quelques-uns des Haudets, parce que les familles se sont déplacées. Puis là, à l'époque, quand ils faisaient des 12, 15, 20, pendant la revanche des berceaux, là, si tu as une dizaine de garçons qui ont le même nom de famille que toi, puis qu'eux autres, ils ont chacun une dizaine de garçons, ça te popule une ville assez vite avec un nom, ça. C'est ça, c'est ça. Puis là, ben écoute, avec sur la route de nos ancêtres, j'essaie de démontrer un peu la migration des patronymes de ces gens-là aussi dans l'espace-temps. Puis, tu sais, ça me permet je prends l'exemple de Tadoussac. Tu sais, je veux dire, c'est impossible de parler de Tadoussac sans parler d'histoire, là, on s'entend. Tu sais, fait qu'il faut parler un peu. Encore une fois, le premier prototype sur Roberval, bon, tu sais, l'idée a évolué avec le temps, puis j'ai changé un peu. Puis tu as fait une couple de versions, là, on en a parlé une couple de fois avant qu'il soit publié. Là. C'est ça, puis bon, là, tu sais, ça me permet, moi, ce que je trouve le fun, c'est que ça me permet d'aller creuser dans l'histoire de cette place-là. Puis, comme que je disais, ben moi, je veux parler des gens qui ont fait l'histoire, mais qu'on a oublié un peu, qu'on ne connaît pas. Puis, tu sais, je donne l'exemple, moi, quand j'arrive à Tadoussac, puis je tombe sur des Ovington. Colin, attends un peu, là, des Ovington à Tadoussac. Moi, je me souviens, quand on était au secondaire, il y avait un directeur. Là, Robert Ovington. Robert Ovington. Secondaire 1, je pense. Ouais, puis je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Je pensais que c'était un anglophone, moi. À part Hervé, le chanteur Hervé Ovington. Puis, soit dit en passant, après ça, je regarde, tu sais, il vient de la Côte-Nord, ben, gadon, tu sais. Puis, bon. Fait que là, tu montes un peu les traces, là, de ce. Puis, c'est un Joseph Ovington qui était capitaine de bateau anglais. Puis, il a jumpé. Joseph en anglais, puis il est resté, puis il s'est marié avec une francophone. C'est ça, il est arrivé à la Malbaie. Puis la Malbaie, c'est à une époque de tourisme. Hein? Il y a beaucoup d'Anglais, d'Américains quand même assez tôt là, qui s'en vont là. Puis il rencontre une Canadienne française. Il se marie avec. Ils vont s'installer à Tadoussac. Puis son fils, à lui, après ça, je tombe dans la recherche, puis je tombe sur l'œuvre de Marius Barbeau, qui a, dans les années 1910, a parcouru le fleuve Saint-Laurent pour répertorier nos chansons. Puis là, je tombe sur une idée super intéressante. Il faudrait éventuellement qu'on parle justement des chansons puis des traditions de chant oral canadiennes. C'est une histoire en soi, là. C'est ça, oui, tout à fait. Puis là, ben, Edward Ovington, j'avais pris, je ne connaissais pas son histoire, mais en revisant les photos que je prends dans le cimetière, Capitaine Edward Ovington, sa plaque est là, sa pierre tombale est là, tu sais. Puis tu dis, OK, je m'en vais sur nos origines, puis ça dit, selon Marius Barbeau, ben là, je m'en vais voir, tu sais. Puis il y a à peu près 5-6 chansons d'Edward Ovington qui ont été répertoriées, dont dans les prisons de Londres. C'était de lui, ça, ou c'était une reprise? On ne peut pas vraiment savoir c'était de qui. On peut. C'est des chansons. Si on regarde le recueil de Marius Barbeau, il dit bon, lui, il chantait à Tadoussac en telle année. Elle chantait à Beauharnois. Puis bon, lui, il étudie cette chanson-là, comment est-ce qu'elle s'est déplacée. Tu sais, des fois, il y en a qui se trouvent dans une région un peu en particulier, puis d'autres qui ont évolué dans le temps. Puis les paroles ont évolué selon les lieux, selon les temps. Fait qu'on. Qui a. Mais c'est une chanson qu'on chante depuis. C'est ça. On chantait, ça s'appelait Dans les prisons de Nantes. On a éventuellement changé des fois pour Londres quand que le régime britannique est arrivé, mais on peut supposer que on sait que la chanson là, date d'avant. Mais pour moi, c'est
c'est tout nouveau, là, cette histoire-là. Je découvre tout ça, quand que je tombe. Fait que, c'est ça que j'aime sur la route de nos ancêtres. Ben, on rend l'utile à l'agréable. On est en vacances. Puis moi, des cimetières, bon, c'est peut-être un peu weird, là. Il y a du monde qui va trouver ça weird. Mais je suis pas tout seul, je le sais, là. On n'est pas tout seul. J'aime ça, moi, aller voir les vieilles pierres tombales. Puis c'était qui? Mais, ouais, tu dis vieille pierre tombale, là. Quand tu regardes dans un cimetière, les cimetières, on s'entend souvent, ils datent des années 1600-1700. C'est quoi les plus vieilles pierres tombales que tu as vues quand tu te déplaçais comme ça? Ben, là, il y a deux affaires. Il y a des fois, je prends la Malbaie, puis Baie-Saint-Paul, c'est probablement la même affaire. Quand c'est des que c'est devenu des gros lieux d'habitation, ben souvent, au début, le cimetière, il était proche de l'église ou à côté de l'église. Puis là, ben écoute, l'église est très centrale. Puis là, un moment donné, tu disais, hey, ça serait peut-être mieux de mettre une banque TD là, puis on va tasser le cimetière. Je sais pas, ou en tout cas, fait qu'il dans les grosses villes, souvent, le cimetière, il est plus récent. Oui, il a été déplacé, puis là, c'était qu'est-ce qui se passe au moment de déplacer, puis là, déplacer l'exhumation de tous les corps, puis des gros sujets. Des fois, en tout cas, c'est toujours compliqué, là. C'est ça. Puis là, des fois, ben, ils vont faire une fosse commune, puis ils vont juste pas se border à déplacer les pierres tombales. Puis là, d'autres fois, ils vont déplacer les pierres tombales. Ça, c'est le fun. Ils les mettent dans un même coin, là. Fait que, tu sais, comme, tu te doutes que c'était pas là que ça a commencé le cimetière, même si tu connais pas l'histoire, là. Tu sais, j'ai comme 3 pistoles, là. Le cimetière est à peu près 1 kilomètre du village, là. Fait que je me doute que c'était le même, là. Fait que là, dans un coin, tu as toutes les. Là, tu peux y voir. Fait que pour répondre à la plus vieille, il faut que ça dépende du lieu où est-ce que tu es, évidemment. Mais je te dirais que sur l'île d'Orléans, dans la paroisse Saint-Jean, si ma mémoire est bonne, on a vu une de 1870-ish, à peu près, là. Si ma On mémoire s'entend est que la bonne. paroisse de Saint-Jean de l'île d'Orléans date des années 1600. Oui. Fait Oui. qu'il n'y a rien entre le début puis 1870. À peu près. Ça, je te dirais que c'est la même chose un peu partout. Il y a quelques cimetières à Montréal où tu as des lots à perpétuité. Mais normalement, après une centaine d'années, si la famille ne paye pas pour conserver un lot, on s'entend, la famille après 100 ans, sur ton arrière-grand-père, soit tu ne le connais pas, le lot va être redistribué. Comme les corps vont rester là, mais le lot va être redistribué, puis il va y avoir une nouvelle pierre tombale, puis il va y avoir un nouveau corps. Puis c'est pour ça que la plupart des, plus vieux que 1880, là, même je suis allé dans des super vieux cimetières en France, c'est difficile à trouver quelque chose de plus vieux que 1870. Oui, puis ben, il y a peut-être aussi le fait que, ben, ça, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, peut-être toi tu connais la réponse, mais on voit des fois des pierres tombales en bois. Oui, il y avait des croix de puis, bois. Là, ça, c'était quelque chose. Là, les gens qui n'avaient pas d'argent, ils mettaient une croix de bois ou une pierre en bois. Puis ben, ça ne perdure pas dans le temps. C'est ça. Puis ben, moi, j'ai l'impression qu'au début, ça devait être strictement des pierres en bois avant que le granit arrive, puis qu'on puisse tu sais, fait que ça a dû. Puis quand c'est arrivé, c'était pas tout le monde qui avait les moyens de se permettre ça. Fait que, d'après moi, le granit, ça, là, la capitale du granit au Canada, c'est Saint-Sébastien. Là. Puis avant qu'on ait l'Estrie-la-Beauce de développer pour avoir du granit en quantité industrielle, ça a pris quand même plusieurs années. Puis effectivement, la même chose, ils ont enterré Samuel de Champlain, puis ils ne sont pas capables de dire où. Parce qu'à l'époque, le concept de mettre une pierre tombale, là, ça date. C'est pas. C'est quelque chose que nous autres, on trouve normal et usuel, une pierre tombale. Mais avant, ils l'enterraient, là, puis souvent, c'était comme il est là, puis la titre, il fallait juste le savoir. Donc, c'est quelque chose qui se perd dans le temps. Puis, il y a des efforts d'ailleurs, là. Find a grave, puis conservons nos pierres tombales là, sur Généanet. Il y a des efforts qui sont faits justement parce que les pierres tombales, même celles en pierre, vont s'endommager avec le temps. Souvent, ils vont faire la réfection de pierres tombales quand c'est des personnes qui sont connues. Mais sinon, même les pierres en pierre vont se maganer, là, c'est plus vieux que ça. Puis les lots, comme je disais tantôt, ils vont juste être réattribués souvent. Là.
Ouais. Ben, par contre, sur l'île d'Orléans, je te dirais qu'il doit y avoir une question de gestion du patrimoine. Là. D'après moi, la Oui, pierre de oui, 1870, là, ils ne vont pas l'éliminer comme ça là, pour une raison de ouais, la. ben, quand on retrouve, là, si tu trouves des pierres à Montréal qui datent ou dans les grandes villes, là, Boston, n'importe quoi, les pierres, les vieilles pierres, là, ça devient des monuments historiques à ce moment-là parce que tu as une trace, souvent il y a des symboles dessus, et ainsi de suite. C'est une autre trace qui existe, tu sais, c'est un témoin du passé. Ouais. Les habitudes, comment est-ce qu'on faisait, c'est quelque chose, tu sais, ça a été, ça a de l'âge, là, puis ça a une valeur historique. Mm. Mais même si c'est quand même, ça date, disons, de 1870, là, on C'est va dire loin, les ça. plus vieux, ça donne quand même une très bonne photo là, de, tu sais, c'est qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les patronymes, aller trouver les top 3 patronymes, puis jaser un peu, puis, tu sais, je regarde l'île d'Orléans, là, t'as la paroisse Saint-Jean, que t'as des Blouins, un puis un autre, puis là, on Ouais, est sur comment la ça se fait même qu'il y a beaucoup de île. loin, là? Ouais, puis là, mais non seulement ça, mais on est sur la même île, là, puis la paroisse, c'est Saint-François à l'autre bout, me semble, qui est la paroisse un peu plus loin que Saint-Jean. Euh, pas Même un pas. loin, ou à peu Non, non, près pas. souvent, ils s'installaient à proximité. Puis c'est ça, tu as une représentation quand même assez solide là, de qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de temps. Ouais, puis tu Puis sais, on souvent, on va parlait. savoir avec différents registres puis différents recensements, on va savoir cette famille-là va avoir été là, puis ensuite là, puis ensuite là. Puis là, tu as tous les registres, ça va avoir les baptêmes. Mais, tu sais, la famille au complet, elle ne va pas migrer. Là. Moi, je connais les Audet là, qui ont été sur l'île d'Orléans, puis ensuite sur la rive sud, en Beauce, dans l'Estrie. Mais quand ils quittaient une région pour aller vers une autre région, c'est pas toute la famille qui partait. Il y en a qui s'installaient parce que Hmm. toutes sortes de raisons. Fait qu'il y a encore des traces, là, tu sais, à Saint-Anselme, des Audet, il y en a un puis un autre. Euh, c'est normal parce que c'était ça à l'époque. Il y avait une grosse famille qui était là. Il en reste encore. Je veux dire, il y a encore des Audet et des Lapointe là-bas parce que la famille avait été installée. Puis il y en a qui sont restés, il y en a qui se sont installés plus loin. C'est intéressant de regarder justement plus tard, tu sais, différentes époques. Puis tu vas voir, ce qui est intéressant avec le cimetière, c'est que tu as des années. Tu sais, les personnes ne sont pas toutes repositionnées par année, fait que tu n'as pas une chronologie, mais tu es capable de dire à cette époque-là, il y avait cette famille-là dans ce coin-là. S'il était enterré là, c'est parce qu'il habitait dans la région Ouais, ou qu'il est ouais, né dans la région puis qu'il habitait plus loin, qu'il est revenu ici, comme dans le cas de ton grand-père. ouais. Mais tu sais, t'as des aussi, comment dire, tu peux voir rapidement dans un cimetière, justement, d'un coup d'œil, là, tu peux voir, ah, ici, il y a un tel, il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Puis là, après ça, Ouais, tu ouais, ouais, sors du ouais. cimetière, là, puis tu regardes les noms de rues. Tu vois, Ouais. tu t'en vas à Rigaud, là, puis là, ben, t'as la rue Séguin, t'as la rue Sabourin, t'as la rue Chevrier, tu sais. Puis là, après ça, tu vas avoir Mécanique Sabourin, tu sais, Boucherie Séguin. Tu sais, tu vois l'histoire des familles. Tu peux facilement savoir avec ces trois choses-là, c'était qui, il y a très longtemps, les familles là, qui ont fondé la place ou qui ont eu une influence sur ce lieu-là. Là, puis moi, c'est ça qu'avec ce concept-là, j'aime ça raconter l'histoire des places qu'on ne connaît pas. Saint-Irénée, le prochain, là, je m'en vais à Saint-Irénée. Saint-Irénée, jamais, là, je m'attendais à. Ma blonde, on passe à la Malbaie, puis on s'en va vers l'île d'Orléans, mais entre-temps, on veut faire le pèlerinage là, du temps d'une paix dans Charlevoix avec le garage de Joseph Arthur, le moulin assis de Siméon Desrosiers, puis la maison de Rosanna. Puis là, ben, je check mon chemin, puis à peu près, faut qu'on passe par là, on va remonter là, on va remonter là. Là, on passe à côté d'une église, puis ça descend là, de même. Ma blonde, on a dit, hey, wow, t'as peu, t'as peu. Elle dit, ça va à peine, je pense. Là. Je reviens d'abord, je remonte, puis c'est ça, Saint-Irénée, étant donné que c'est pas la Malbaie, le cimetière, il est vieux. La paroisse, c'est pas si vieille, mais le cimetière est aussi vieux que la paroisse. Fait que, Ouais, c'est le hey, cimetière regarde, d'origine qui est encore là. ouais, puis les pierres tombales, les vieilles, là, waouh, j'en ai jamais vu autant en concentration, là, tu sais. Puis la vue sur le fleuve en plus, tu sais. Puis là, après ça, je suis dans le pèlerinage du temps d'une paix. Puis je réalise après.
Moi, je suis de même, je fais des recherches après. Je réalise après, je lis un article. Ben, imagine-toi donc, dans le temps d'une paix, quand il filme à l'intérieur d'une église, ben, c'est l'église de Saint-Irénée. Où Ah, est-ce qu'on quand était même. juste. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Par contre, les églises, généralement, vont être fermées pour Ouais. empêcher les gens de faire du saccage ou des vols. Mais fait que tu peux pas vraiment aller regarder de quoi ça a l'air. Tu peux pas, à moins d'y aller pendant une messe, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis on s'entend que Ben, faut que ça à cette s'adonne que ton heure, timing soit bon, là. ouais, Puis, c'est ça. mais ouais. Tu parlais de famille, puis tu sais, à un moment donné, tu m'envoies un message, tu fais, ouais, je suis allé au garage, puis ben, en face du garage, je m'en vais au cimetière de Notre-Dame-de-la-Paix, puis là, tu m'envoies une photo, comme ça, la première pierre tombale que tu as vue, puis ça se trouve à être la pierre tombale de mon arrière-grand-père. Ouais. Juste comme ça, tu t'installes, puis là, t'avais-tu regardé par hasard la quantité les noms principaux que tu as là-dedans, dans ce petit village-là? Ah, ouais, 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 c'est sûr. Ben, c'est parce que, tu sais, il est sur le bord de la. Moi, je passe devant tous les jours, ben, quand je me retourne chez nous, là. Fait, il est juste à côté, puis comme je te dis, moi, j'aime ça voir les noms, tu sais, puis Écoute, il y a à peu près une pièce sur deux, là, tombale, qui a un lauson dessus, là, c'est à Notre-Dame-de-la-Paix, là. C'est immanquable, là. Puis c'est la C'est même quelque chose. chose, il y a, tu sais, le petit bois de granules, c'est la compagnie Lauson. Le député de la place, c'est un Lauson. Le chef de Tu pompier. sais. Je salue tous les gens de Notre-Dame-de-la-Paix en passant. C'est toujours le fun d'aller vous visiter. C'est ça. Euh, Ben, c'est exactement ça que je racontais partout à Rigaud, whatever. Ben, à Notre-Dame-de-la-Paix, c'est les Lauzons. C'est les autres qu'on voit après Dominant. D'ailleurs, c'est sûr qu'à un moment donné, là, je vais aller faire une émission sur la route de nos ancêtres à Allez voir mes Notre-Dame-de-la-Paix qui est à ancêtres. quoi. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, écoute, je pense que le sujet, il y en a, hein, des Oui, cimetières au ben, Québec. Là. tu sais, malheureusement, les gens décèdent, puis ça fait partie de la vie, mais ça fait aussi partie de notre histoire parce que ça laisse des traces. Les traces principales qu'on a pour de la généalogie, c'est baptême, mariage, sépulture. Sépulture étant le tiers de nos registres. Mm. Donc, les cimetières, c'est une trace directe de ça, mais c'est une trace visuelle assez facile à trouver, c'est intéressant. Ouais. On dit souvent, par chaque fois qu'on parle de quelque chose, on a ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Puis c'est un peu le principe de base de ta chaîne, c'est parce que tu trouvais ça intéressant, tu dis que tu n'étais pas seul à trouver ça intéressant. Quand on a parlé de faire Parlons ancêtre, l'émission d'aujourd'hui, c'est comme ben, si ça m'intéresse puis que ça t'intéresse, on ne doit pas être les seuls. Dis-moi, Eric, est-ce qu'on est les seuls? Est-ce que les gens écoutent ta chaîne? Ben, écoute, je vais te montrer des statistiques. Ben, on peut voir qu'on est à 224 abonnés. D'ailleurs, bon, là, on enregistre ça le 30 novembre. J'avais 150 abonnés après 2 ans, donc 75 en moyenne là, dans les 2 premières années. Mais t'as fixé un autre 75 cette année. On vend de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il en manque un. Je me dis, ça serait peut-être le fun de se rendre à 250 là, d'ici le 10 janvier. Il reste encore du temps. Mais bon. Donc, si vous aimez la chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous puis remplissez l'objectif personnel de Eric pour se Ouais. rendre à 225. Donc, c'est le moment. Si vous aimez nos vidéos, vous pouvez mettre un j'aime. Et vous pouvez vous abonner pour recevoir directement les updates puis les différentes vidéos quand elles seront publiées. Ouais. Au niveau, on va aller dans des données un petit peu plus poussées. Au nombre de vues, ça c'est le nombre de vues là, dans les 28 derniers jours. Mais depuis toujours, on parle de 11 800 vues. 11 800 vues, ça c'est chacun des différentes vidéos totales. Le Les vidéos ont total. été visionnées 11 800 fois. Ça Ouais, veut dire qu'il y a une personne qui a regardé 11 800 vidéos ou 11 800 personnes qui ont regardé un vidéo. c'est ça. Mais C'est moi, c'est ce qui. quoi, parce qu'on a différents sujets, on l'a mentionné tantôt, là, il y a différents sets d'émissions que tu mets toutes sur ta chaîne. Est-ce qu'il y en a qui sont plus populaires que d'autres? Est-ce que tu es capable de discriminer ça dans tes statistiques? Je peux aller voir. On peut aller voir. Là, ça, c'est les 10 vidéos les plus vues depuis toujours.
Il y avait une vidéo que j'avais faite sur le 15 février lors de l'histoire des Patriotes, qui est un peu, on va dire, hors série, là, qui n'est pas dans une de ces séries-là. Mais étant donné que j'avais trouvé facilement 5, puis je dis quand même relativement facilement, là, j'ai trouvé 5 Patriotes dans des arbres généalogiques là, divers. Parce que là, bon, avec le temps, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis rendu que j'ai fait à peu près 20-25 arbres généalogiques. Là, fait que j'ai trouvé des patriotes à travers ces arbres-là généalogiques. Des patriotes connus, parce que c'est pas tout le monde qui était patriote qu'on le sait maintenant. Non, pas justement, hein, pas tant connus que ça, qui ont eu soit qui ont fait partie d'un membre de comité patriote, parce qu'avant la rébellion, hein, on s'organise, on fait des assemblées, puis bon, moi je trouve hein, à Vaudreuil, une assemblée où est-ce qu'il dit qu'il y a eu 600 personnes en avril, je pense. Fait que on est au printemps, on spécifie que les chemins sont très dégueulasses. Oui, puis on parle de Vaudreuil, là, il y a quelques centaines d'années, là, c'était 600, c'était une bonne partie de la population, disons. Oui, puis ils venaient de partout. Hein. Ils arrivaient de Rigaud, ils arrivaient de Nouvelle-Longueuil, les Coteaux, l'île Perrot. Saint-Lazare, là. C'est ça. Toute la région du Suroît, la péninsule presque au complet. C'est ça. Puis là, à travers ça, ben, je trouve un Charles Chevrier, parce que là, bon, on adopte des résolutions de façon publique, mais on forme des comités patriotes à travers chacun de ces endroits-là, Rigaud, l'île Perrot, etc. Puis on trouve un Charles Chevrier senior qui est membre du comité patriote là, à l'ESSED, à Soulanges. Puis ben, c'est l'ancêtre de mon bon beau-père, Serge Chevrier. C'est son ancêtre. C'est lui. Bon, tu dis ça. Là, ça devient facile. Il y en avait d'autres, Charles Chevrier. Ouais, mais il y en avait d'autres. Lui, il y avait Charles et Charles. Là. Fait que, des mots de bonne chance, ça soit lui. Statistiquement parlant, tu t'améliores. C'est souvent ça. Quand tu essaies de trouver et que tu n'as pas toute l'information certaine, là, tu vas monter combien est-ce que tu vas truster l'information, là, tu vas monter tes statistiques en trouvant ton entourage. C'est pour ça qu'on se sert aussi des parrains marraines qui ne sont pas toujours de la famille. Tu sais c'était qui ses voisins. Tu sais, s'ils restaient à côté, là, il y a des bonnes chances. Ou des fois, juste parrain marraine, tu vas avoir l'oncle, la tante, là, quand c'est les mêmes noms. Tu es capable de savoir beaucoup d'informations. Donc, tu vas monter ta connaissance du dossier. Puis quand tu as deux de même qui se suivent, là, on en a beaucoup des qui suivent, là, mais les bonnes années, les bons noms avec 2 fois le même nom, là, statistiquement, tu es très, très, très élevé. Là. Et d'autant plus que le premier Chevrier est arrivé à la fin de la Nouvelle-France. Fait que là, en 1830, là, il n'y a pas eu 8 générations là, de Chevrier là, encore. Ouais, fait qu'il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que donc, écoutez, allez voir cette vidéo-là, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, là, la recherche, puis à livrer ça. Il y a l'histoire du Canadien, dans la première, celle du 6 décembre, où est-ce que, bon, je fais une mise en contexte, là, veux pas. Puis, il y a aussi, j'ai fait là, une vidéo de la saison 1 au complet, là, qui dure 2h30, qui est rendue à 580 vues. Oui, c'est à la place d'avoir chacune des émissions séparées, c'est tout à la suite l'une de l'autre. Exactement. Bon, je rappelle que c'est aussi disponible en version améliorée audio sur toutes les plateformes, puis qu'il n'y a plus de version vidéo là, de ça. J'ai aussi, bon, en 5e place, l'histoire du mini-pot, hein, un peu hors série, une entrevue avec Carl Carmoni, qui était super intéressant. Des fois, le monde va dire quoi le rapport avec nos ancêtres. Ben, m'a dire une affaire, d'après moi, dans vos parents, il y en a quelques-uns des couples qui se sont formés là, sur un mini-pot, ou à cause d'une tête. C'était une autre époque. Là. Aujourd'hui, on en entend un peu parler, mais quand on arrive après la guerre, puis avec les baby boomers qui arrivent, qui sont ados, on a plus de sociétés de loisirs, fait que les mini-pots, c'était rempli. L'histoire du sport québécois, là, les mini-pots ont été importants. Hey, on avait une émission de mini-pots à TV. C'est quelque chose. Qui allait chercher 1 million de codes d'écoute, si ma mémoire est bonne. On parle de qu'on connaît des champions comme Carl Carmoni, c'est parce que
les gens l'écoutaient, tu sais, Birthday, 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 là, c'est quand même quelque chose qui a été un phénomène au Québec. Ça vaut la peine d'en parler. C'est une belle émission. C'est une émission que même si j'ai déjà joué au Minipod puis que je connais un peu, on apprend vraiment beaucoup de choses. Là, c'est super le fun. Puis tu as quand même la chance d'avoir, tu sais, c'est pas pour rien que tu as interviewé Carl Carmoni. Là, il t'a donné un cadeau de baptême. Là. Ouais, ça, j'ai trouvé ça dernièrement. Ma mère, elle m'avait mon livre de bébé, là, qui, comme tout le monde, est toujours rempli à moitié, là, jusqu'à. puis là, elle pris en note les invités. C'est soit les invités ou qu'est-ce qu'elle avait demandé en cadeau pour s'assurer de ne pas tout avoir la même chose. Là. Mais bon, dans la liste, il y a Carl et Suzanne là, qui, bon, il faudrait que je leur sorte. Là, je pense qu'ils m'avaient donné un train en bois. Un train, ouais. C'est ça, quelque chose de genre. Là, fait que, c'est ça. Ben, on trouve C'était des même pas un traces. bâton de mini-pot qui avait raté sa shot. Je jouais même pas au mini-pot à cette époque-là. Je pense. Ouais, très peu. Bon, non, c'est vrai, il avait commencé. Je suis né dans les années 70. C'est ça. Puis, bon, sinon, ben, il y a l'émission de la première qui est La Prairie là-bas, qui est l'histoire de mon arrière-grand-père. Tu as le premier Parlons ancêtre, qui est l'adoption avec Feu mon père. L'exode des Canadiens français avec Timothy Beaulieu, qui est le fondateur du Poutine Fest de Manchester, au New Hampshire. Super intéressant. Une émission bilingue. Une émission où est-ce qu'on a mis au défi notre talent de traduction? Oui, puis je dois avouer qu'au début de ça, on va le traduire au fur et à mesure. J'étais très content, Yann, que tu prennes le lead de ça, parce que là, Yann, il prend le lead la première, puis là, il fait « Colin, il a bien fait ça. Moi, je n'aurais pas fait mieux. » Puis après ça, le deuxième. Bon, ben écoute, Yann, tu traduiras. Oui, ben c'est ça. Dans ce temps-là, c'est surtout, comme je disais en début de notre émission maintenant, c'est principalement toi qui fais l'entrevue, tu sais, qui dirige l'entrevue quand on passe les gens. Fait que moi, souvent, je suis plus commentateur, mais dans cette émission-là, je suis beaucoup plus traducteur. Je rajoute un peu de commentaires puis de questions, mais j'essaie beaucoup, là. Des fois, ça a l'air de rien quand il parle 5-10 minutes, là, de traduire tout ça sans se tromper, c'est quelque chose. Comment ça se passe pour trouver les invités, là? On a un invité par émission, à peu près, là, à Parlons Ancêtre, là. C'est quoi ton processus? Écoute, c'est souvent au départ envoyer un petit message, là, soit par courriel quand quand quelqu'un m'a donné les références, là, tu devrais parler à un tel. Puis c'est souvent un travail des fois de longue haleine. Là. Entre le premier contact puis la mise en ligne, c'est souvent passé au-dessus de 4 mois. Fait que là, bon, je prends un peu d'expérience là-dessus, mais il faut dire que ma job que je fais depuis 18 ans, c'est coordonnateur. Fait que quand même, tu es habitué de coordonner des gens. Je suis habitué là, un peu, là, puis bon, approcher les gens, puis bon, rentrer en contact, puis bon, après ça, on fait une première pré-entrevue pour s'assurer là, que la personne au niveau technique est quand même à l'aise, puis ça crée un premier, entre guillemets, là, un premier lien là, physique, entre guillemets, qu'on se parle. Oui, c'est ça. C'est plus facile quand tu as déjà parlé avec la personne physiquement, de parler avec la personne en entrevue, que si c'est la première fois que tu la vois, c'est clair. C'est ça. T'entends qu'on parle, le Canadien, c'est quand même plus sport, mais parce que ta chaîne parle de généalogie et d'histoire, autre que les historiens, les gens, typiquement, là, je veux dire, il y a la chaîne d'histoire à la télévision, là, mais tu sais, c'est pas nécessairement un sujet qui va attirer des gigantesques foules. Là. Le Canadien, ça l'aide. Je veux dire, le pourcentage de la population qui vont aller regarder sur YouTube des vidéos qui parlent de ça, c'est pas 100%. Non. Puis tu sais, je veux dire, on s'attend, on s'attend à ce que ça. Je disais tantôt, ça passe pas à télé. Ben, si ça passe pas à télé, c'est pas que ça intéresse pas de monde, c'est que ça intéresse pas assez de monde. Mais ça veut pas dire que ça intéresse pas du monde. Puis moi, j'ai toujours été, si ça intéresse 1% du monde, c'est quand même bien du monde. Là. On n'en demande pas trop, là, 1%. Là, fait que c'est. En tout cas. Oui, ben c'est surtout, c'est beaucoup de bouche à oreille. Là, je veux dire, on ne paye pas des spots publicitaires pour dire venez regarder notre chaîne. Donc, c'est beaucoup les gens qui le trouvent en recherche, qui se le font proposer ou que quelqu'un dit hey, regarde cette vidéo-là, c'était cool. Ouais, puis moi, j'ai regardé ça l'autre fois, je pense que tu aimerais ça.
Ouais, puis ça, c'est là que ça fait toute la différence. Je le vois quand je vois un de mes amis repartager une vidéo, ben, tu le vois instantanément, les vues monter. Tu sais, il y a plusieurs algorithmes, comme cliquer sur le bouton j'aime, ben, ça fait que il va apparaître dans le feed là, de l'autre Ouais. personne vu qu'il y a eu plus de likes. Il y a la moyenne de vues, tu sais, souvent, moi, personnellement, la statistique qui m'intéresse beaucoup, c'est le nombre d'heures vues. Tu sais, si quelqu'un clique, Ouais. puis il va voir 30 secondes, puis il s'en va, écoute, Euh, moi, bon, C'était tu pas une sais, vidéo qui l'intéressait en principe. c'est Parce ça, que s'il regarde la totalité de l'émission, c'est parce qu'il aimait ça. c'est ça. Tu sais, ou qu'il a, tu sais, des fois, ça peut être 2-3 minutes, ça l'arrête, puis il va le regarder plus tard. Mais s'il regardait, quelqu'un qui a regardé 30 secondes, c'est pas parce que c'est une vidéo qu'il voulait regarder. Ouais. Ben, il y a des statistiques intéressantes, puis tu sais, moi, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est la progression. Tu sais, c'est de faire un peu plus que l'année passée. Puis je pense que de fil en aiguille, ça se fait, le bouche-oreille, c'est ça qui fait la grosse différence. Tu sais, comme quand quelqu'un en parle, puis que là, tu sais, l'histoire du Canadien en audio, tu sais, quand tu tombes sur le 1, ben, tu as à peu près 60 petites capsules de 3, 4, 5 minutes à écouter. Fait que si tu binges ça, là, ben, c'est 60 écoutes d'une shot là, qui viennent de se faire. Ouais. Tu sais. Fait que Là, aujourd'hui, on parle du 3e anniversaire de ta chaîne, là, mais c'est quoi tes objectifs pour les 3 prochaines années, mettons? Mais 3 prochaines années, je te dirais que ben, je suis plus dans, comment dire, objectif principal, c'est comme je disais, quand j'apprends quelque chose, moi, j'aime ça, le déployer. Tu sais, bon, j'étais avant ça aussi formateur. Tu sais, j'aime ça quand je connais que si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Là. Je ne suis pas du genre à m'accaparer de mes connaissances puis être le seul à les garder. Là, tu sais. Puis bon, fait que il y a ça, puis peu importe ça sera quoi. Mais tu sais, c'est toujours d'augmenter ces chiffres-là. Comme je disais, on verra. Là, si on a une moyenne de 80 par année, ben, l'objectif sera d'aller chercher un autre 80 abonnés. Éventuellement. Peut-être que si la saison du Canadien, ça lève beaucoup, disons, je n'ai pas de chiffre, ça se pourrait que ça s'en aille une partie sur Patreon, tu sais, que je ferais de l'avance, tu sais, au lieu de... Tu pourrais l'écouter gratuitement à tous les jours, mais si tu veux l'écouter d'avance, ça pourrait être un montant là, de X dollars par mois, là, 2, 3 dollars, là, peu importe. Oui, parce que tu ne monétises pas aucunement là, sur ta chaîne. Là. L'objectif de la chaîne n'est pas de faire de monétiser là-dessus. Là. C'est vraiment on partage la passion de l'histoire, de la généalogie, des ancêtres, puis de tout ce qui tourne autour de ça, là, parce qu'on aime ça, pas parce que c'est une business case. Là. Non, 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 c'est ça, tu sais, il n'y a pas de... Puis de toute façon, même vouloir monétiser ça sur YouTube, là, on est à des années-lumière d'heures de lecture, de pouvoir faire ça. C'est pas un objectif, là, que tu sais, de faire ça. Par contre, au niveau personnel, je suis en train, avec tout ça, ce bagage-là de nouvelles connaissances, puis nouveaux liens, puis tout, je suis en train de préparer, bon, il y en a une presque prête, les deux, 3 conférences. Il y en a une qui va s'appeler L'histoire du Québec, l'histoire de nos ancêtres. Où est-ce que je vais faire ce que je fais? Ça fait ce que ça dit, tu sais, parce que c'est ça aussi, hein, moi, un des pourquoi que je suis là, tu sais, qui m'a allumé, c'est, tu sais, quand tu apprends je ne suis pas français, là, mais je me dis, si tu es en France puis que tu apprends l'histoire des rois de France, puis de Napoléon, puis ces affaires-là, au niveau, tu sais, bon, ça se peut que tu sois, qu'un de ces rois-là soit un de tes ancêtres, là, mais ça va être difficilement prouvable, là, tu sais, par les Ouais, registres. Mais, on a des cas de filles du roi qui sont des descendantes nobles, puis on est capable de ouais, monter. C'est un sujet pour une autre fois. Mais ouais. typiquement, là, la plupart de nos ancêtres, ce n'est pas de la royauté.
C'est ça. Fait que là, quand tu fais l'événement, tu passes l'histoire de la France. Bon, ben, OK, c'est l'histoire de la France. Mais ici, là, c'est l'histoire de nos ancêtres là, qu'on raconte. Là. Tu sais, la guerre de 7 ans, c'est l'histoire de Sébastien-Étienne Laprairie, mon ancêtre. Les soldats du régiment de Carignan-Salière, les filles du roi, les patriotes. Ben, regarde, il y a eu des patriotes qui sont dans nos arbres généalogiques. Puis il y a eu la conscription, ça a frappé du monde. Puis, tu sais, je veux dire, l'histoire du Québec, c'est l'histoire de nos ancêtres, puis c'est ce que je vais démontrer avec cette conférence-là. L'autre, ça va s'appeler Nous ne sommes pas que français. Parce qu'on parle souvent de la France, de nos cousins français, Oui, mais hein, mais on a des Irlandais, des Écossais, des des Allemands, Anglais, des des, Allemands, des effectivement. Autochtones, des nations, Oui, des puis diverses beaucoup, nations autochtones. Tu sais, des Bretons, des Normands. Puis là, les Bretons, c'est pas des Français. Non, c'est pas des Français. non. Tu sais, puis surtout pas à cette époque-là. Tu sais, puis des Ouais, Normands, c'est pas des Français. Ils sont puis nos en France. expressions viennent de ces gens-là à la base. Là, il y a beaucoup de nos expressions qu'on utilise maintenant, tu sais, des affaires d'ici, qui datent de parler breton, tu sais, dans Saint-Onge, dans le Poitou. Là d'où ce que nos ancêtres venaient, c'était pas nécessairement la France, tu sais, des centaines d'années avant. Là. La France, ça a été un pays qui a beaucoup bougé. Fait qu'effectivement, on n'est pas juste français. Même les Français ne sont pas juste français. Donc, Hum, on n'est définitivement pas juste français. hum, hum. Puis c'est Donc, ça. donc vas-y. Puis ça, ça n'est une conférence que je suis en train de préparer. Que bon, ça, évidemment, je vais monétiser ça. Je n'irai pas Tu ne vas pas te faire déplacer sur le 3 bras. heures de route sur le bras là, non plus. Là, tu sais. Mais puis il y Mais a s'il y en a qui aussi. sont intéressés, justement, là, Éric Béliveau, conférencier, là, vous savez comment le rejoindre, là, c'est facile. On a des liens en bas dans le. Ouais, ouais, tout à fait. Puis la troisième, c'est Philippe qui me lançait cette idée-là. Il a dit, Colin, tu sais, nos ancêtres, nos ancêtres américains pourraient être aussi un autre sujet très intéressant. Mais là, celui-là est un petit peu plus là, embryonnaire là, au niveau de la préparation. Là. Mais il y a beaucoup à parler là, sur ces 3 sujets-là. Puis c'est ça. Fait que moi, ce serait un de mes objectifs. Là, tu me demandais dans les 3 prochaines années, pouvoir éventuellement faire ces conférences-là, là, que ce soit un peu partout là, au Québec, qui peuvent s'adapter aussi à chacune des régions, là, dépendamment du sujet. Là, parce que, bon, on a parlé nos ancêtres et on n'a pas parlé des Acadiens aussi, là, hein, que nous ne sommes pas Oui, que on français. n'a pas encore parlé du grand dérangement. C'est un sujet qui nous Hum, touche, hum, qui est important, qui a beaucoup. Si ça n'aurait pas eu lieu, ce que la Nouvelle-France post-conquête est devenue aurait été très différent. Donc, c'est un mhm. sujet intéressant qu'il va falloir couvrir un jour quand on va avoir le bon invité pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que bon, bref, ça résume un peu objectif pour les 3 prochaines années. Avoir ces conférences-là de près, peut-être en avoir livré quelques-unes des fois. Augmenter le nombre d'abonnés sur la chaîne. Euh, En proportion à ce que c'était de façon très réaliste. Là, tu sais, je veux dire, je trouve ça vraiment cool jusqu'à présent, comme on parlait là, des réactions. Quand quelqu'un qui m'arrive, qui dit Hey, c'est bon ce que tu fais, j'ai appris telle affaire, puis que tu t'attends vraiment pas que ce soit quelqu'un du. Tu sais, moi, j'ai un stéréotype de me dire que les gens à qui ça l'intéresse ont souvent beaucoup plus la tête grise que nous, là. Tu sais, ils sont généralement plus vieux que nous. Ils ont Des le fois, temps de penser à l'histoire quand ils ont moins de choses à s'occuper. ouais, puis c'est normal aussi. Hein. Plus qu'on vieillit, plus qu'on s'intéresse à notre passé, j'imagine. Puis, tu sais, plus qu'on vieillit, plus qu'on a du temps, souvent, tu sais, pour Oui, faire mais ces c'est choses. ça en vrai. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire d'une façon plus ou moins sérieuse, là, que c'est pas ni des historiens ni des retraités. Là. C'est pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Tu sais, pas nécessairement des gens qui vont faire des recherches généalogiques comme on fait, mais des gens qui vont intéresser à écouter ce qui se passe.
Donc, tu sais, on n'a pas fait le tour comme dans n'importe quoi. On pourrait en parler encore pendant des heures. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en reparler pour d'autres anniversaires là, pendant des heures. Mais tu sais, toute bonne chose a une fin. Donc, c'est ça. Avant de quitter, il y a quand même un sujet qui a touché beaucoup de Québécois et de Québécoises dans les dernières années. Puis je pense que c'est quelque chose qui touche quand même à toi. Là. Il y a eu un décès là, d'une personnalité publique. Là. Un Ouais. Tremblay non assez populaire au Québec. Ça te tente-tu de parler de Carl Tremblay un peu, Eric? Ouais, ben écoute, moi j'ai découvert les Cowboys fringants il y a au moins une vingtaine d'années. Là, je me suis 2002-2003, à l'aube là, un peu avant ou quand le break syndical là, est sorti. Puis j'étais une soirée de poker chez un de mes chums. Puis il passe une toune, puis il passe une coupe de tunes des Cowboys. Je connais pas les Cowboys fringants. Puis à un moment donné, j'écoute les paroles, puis c'est la toune banlieue. Puis là-dedans, il parle d'un de leurs chums qui est décédé le soir que le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Tu sais. Puis bon, sans rentrer dans le détail, ça nous rappelle, hein, nous autres, des souvenirs dans la région de Vaudreuil. Tu sais. Puis cette Caroline, ces gars-là, ils allaient à l'école avec nous autres. Là. Fait que je fais un peu plus de recherche, tu sais. Puis bon, finalement, non, là, c'est du monde de Repentigny. Puis le gars, il est pas mort réellement le soir de la Coupe Stanley. C'est juste ça fitait des paroles. Mais ceci étant dit, moi, je travaille à ce moment-là. Je retourne chez nous. Puis c'est l'époque de Napster. Puis là, je cherche cette chanson-là. Puis j'en télécharge une. Puis là, c'est bon, je l'écoute. Puis bon, c'est pas celle-là, mais c'est bon, ça, tabarouette. J'en écoute un autre, puis c'est pas là, celle-là. Avant de tomber sur banlieue, je pense que j'ai écouté 15 tunes, puis il n'y en a pas une que j'ai trouvée mauvaise. Fait comme, ouais, attends, là, il y a quelque chose qui se passe avec ce groupe-là, tu sais. Puis bon, après ça, j'ai été les voir à Saint-Jean, à Repentigny. Je les ai vus une trentaine de fois, facile, là, facile. Puis, tu sais, bon, Quand même, c'est quelque chose. C'est pas tous les fans qui ont été les voir autant souvent. Là. Ouais, puis à travers les grands fans des Cowboys, c'est peu. Il y en a, on a entendu dernièrement des 100, 200 fois. Puis bon, tu sais, on a vu hein, grossir là, la popularité de ce groupe-là. Puis, tu sais, moi, je veux dire, quand j'ai appris son décès, tu sais, parce que moi, pour moi, aller voir les Cowboys, c'était pas aller voir un spectacle, c'était aller faire le party avec eux autres. Puis ceux qui n'ont jamais Oui, vécu ça. il était très généreux avec le public. Autant c'est un groupe là, intemporel, ils ont pris une grosse place dans la culture québécoise, là, un peu comme les harmoniums Beau Dommage ou la Poune. C'est quelque chose que dans des générations, ils vont savoir ça. C'est de nos contemporains, mais c'est pas juste des chansonniers régionaux. Là, c'est quelqu'un qui est important. Ils ont fait des Saint-Jean partout. Ils ont fait tous les sacs de spectacle au Québec. Tout le monde les connaît. Même les gens qui n'aiment pas les Cowboys connaissent les Cowboys puis ils aiment leur tune. C'est En pas parce que tu es un France, fan ou tu es. Ouais, dans la la France. francophonie, ils en ont parlé un peu partout dans le monde de son décès. C'est pas. Tu sais, on perd. Tu sais, il y avait mon âge, je sais, c'est pas. C'est un gars de notre gang, on perd un grand chum. C'est quelque chose. Puis on perd aussi c'est pas tant. C'est un peu, je me souviens quand on parlait d'histoire en anglais, là, à un moment donné, il parlait de quand les Beatles, il y a un décès, fait que le groupe n'existe plus. Mais les Cowboys, ils viennent de perdre leur voix. Hmm. Donc, des nouvelles tunes des Cowboys, comme qu'on les connaît, là, ben, il n'y en aura plus vraiment. Là. Ouais. Si poursuivent, ils vont sûrement, j'espère, qu'ils vont Ben, poursuivre. on sait pas, Mais, on mais sait pas, mais ça sera jamais la même chose. Là, tu sais. non. Ils vont peut-être faire un Back in Black là, comme AC/DC. Mais il faut qu'il trouve une nouvelle voie. Ça serait plus. Il y a une partie de la culture québécoise qui est partie Hmm. récente. Ouais, puis, Puis puis ça va moi, paraître. ce qui est allé me chercher à la base chez eux autres, c'est que, tu sais, je dis la toune banlieue, tu sais, on vient de la banlieue. Puis, je veux dire, on est dans les années 70, la banlieue, ça commence pas mal dans ces années-là, 60, 70, là, il n'y a C'est pas de là banlieue, là. l'expansion des places de banlieue. Les villes existaient déjà. Là, ben, le phénomène banlieusard qu'on connaît maintenant, euh, Hmm. c'est ça. Puis jusque-là, jusqu'au Cowboy fringant, quand tu écoutes un groupe, tu peux ressentir quelqu'un qui vient de la ville,
Tu peux se ressentir quelqu'un qui vient du Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, d'un peu Ou de la partout, campagne, ou de la ou de la ferme. Là. campagne, mais un groupe qui représente les banlieusards. Qui est une grosse partie de la population là, au Québec. Oui. La Puis c'est région pour ça que métropolitaine de recensement est immense. Presque toute la population du Québec est là. Oui, ben, en tout cas, à Montréal, c'est au-dessus de la moitié des gens, là, officiellement, dans la grande région de Montréal, qui ça représente, puis même dans le Québec, puis tout. Mais, Oui. tu sais, je veux dire, il racontait notre histoire. Tu sais, je veux dire, on connaît tout un Maurice, on connaît toute une Loulou Lapierre, on connaît toute une Gina Chouinard. Tu sais, c'est pas les mêmes noms, mais tu écoutes les histoires, c'est tabarouette. On dirait qu'ils nous connaissent, là, qu'ils ont changé énorme, mais c'est parce que, tu sais, l'histoire de, tu sais, je veux dire, l'histoire à Pincourt, à Vaudreuil, à Repentigny ou à Saint-Eustache, dans nos années qu'on était jeunes, ben, ça se ressemble. Ça se ressemble. Ça, puis où est-ce que le lien qui est avec Parlons en serre, on en a parlé tantôt, peut-être que dans quelques générations, nos arrière-petits-enfants vont écouter ça, puis ils vont dire, ah, voici c'était quoi la vie de notre ancêtre Yann, de notre ancêtre Éric, mais tu sais, écouter les cowboys fringants, puis écouter les paroles, puis je ne dis pas que c'est toute notre vie à tout le monde, là. On n'a pas été élevés tous dans un moule, mais ce qu'il raconte, on a tous déjà ça touche vécu tout un le peu monde, c'est ça. de notre génération, là, tu sais. C'est pas juste notre génération qui tu sais, les fans, t'as déjà été à un show, tu sais comment c'est. Les fans, c'était des petits jeunes qui commencent à se faire leurs images musicales, puis qui commencent à avoir des fans. Puis c'est aussi les grands-parents qui sont là. Tu sais, c'est un des rares groupes qui va avoir touché toutes les générations actuelles. Les groupes populaires maintenant, souvent, ça va s'attacher beaucoup à une génération, deux générations. Eux autres, c'est tout le monde. Tous les francophones là, d'un peu partout, pas juste ici. C'est un phénomène là, qui vient de s'éteindre. Ouais, ben c'est comme je disais, tu sais, j'ai fait une publication sur Facebook, puis comme je disais, tu sais, c'est le premier groupe que moi j'avais, tu sais, moi j'écoutais Metallica là, quand j'étais jeune, là, mais essayais de faire avaler la Guns pilule N' à mes Roses. parents, là, c'est comme, ouais, la moyen. musique du diable. Tu sais, c'est pas qu'ils haïssaient ça pour mourir, mais c'était pas trop dans leur Oui, comme il disait dans Noir Silence, là, c'est la musique du diable, puis tu écoutes fort, puis c'était un phénomène, puis c'était beaucoup ça, la musique populaire de notre époque. La musique francophone, quand on était jeune, ben, tu avais des vieilles chansons, tu sais, du Paul Piché, c'était le fun. La chicane, puis bon, ben, il faut pas oublier quand même que le départ des colocs avait laissé un vide. Exactement. C'est comme l'expression que les cowboys ont rempli ce vide-là. Comme personne d'autre a ramassé, là, ils ont vraiment pris beaucoup de place. J'ai des amis qui font de la musique, là, puis c'était bien, là, mais c'était pas les cowboys. Puis tu sais, c'est comme tu disais tantôt, au début, c'est sûr que c'était une base qui était plus dans notre âge quand on était dans le début vingtaine, là. Mais assez vite, ça s'est, tu sais, avec tunes d'automne, puis avec des tunes qui sont un peu plus smooth, puis même ceux qui sont des fois, qui swingent un peu plus, c'est quand même c'était très radio, là, aussi. Puis ce qui était le fun des Cowboys, c'est qu'un spectacle, c'est complètement différent. Puis ils s'adaptaient aussi à leur public. Tu sais, un show de la Saint-Jean, ils savaient là, qu'il y avait pour avoir de la famille, puis tout, puis des gens de tous les âges. Mais quand tu allais chez Maurice, voir un show des Cowboys, c'était pas le même show, pas en tout, là. Tout le monde, il y avait une proximité. Tout le monde qui ont posté des photos avec le groupe, avec Carl, là. Tout le monde qui ont été les voir pouvait aller leur parler. C'est pas quasiment à peu près où ce que tu étais, là. C'est pas. Il y a une proximité, il y a une ouverture. C'était des gens vraiment généreux. Oui, puis malgré le fait qu'ils étaient loin des médias. Tu sais, c'est là qui était difficile à saisir. Tu sais, moi, quand je disais au décès, j'ai vu là, les messages sur Facebook passer. Jamais j'ai vu un décès affecter autant le monde. Là. Tu sais, il y avait le spectacle hommage là, cette semaine pour nous. Là. Ça laguait. Je veux dire, il y avait trop de monde qui essayait de l'écouter. C'est pas tout le monde qui réussit à avoir un bon signal. Là. Moi, il y a des fois que ça bloquait. J'ai posé des bouts. 100 000, il y avait 120 000 personnes à un moment donné là, sur
sais, je veux dire, est-ce qu'il y a une autre personne au Québec qui a eu autant de gens qui ont assisté à ses funérailles? Tu sais, parce que bon, Maurice Richard, on ne pouvait pas l'écouter live non plus, là. Ouais. Mais tu sais, si tu calcules le monde qui était là, le monde qui l'ont écouté, le monde qui était dehors, le monde qui était un peu à partout à l'Assomption, puis tout. Puis le monde qui a écouté des extraits plus tard. Ouais, c'est sûr que c'est un des. En tout cas, je pense que c'est un événement marquant. C'est un phénomène. Puis, ben, écoute, repose en paix, Carl Tremblay. Tu nous auras amené là, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Puis, on pense pas qu'on va. Beaucoup de party. Jamais, je pense, le peuple québécois va oublier Carl Tremblay. Là. Fait que donc, de là, pourquoi que. On en parle aujourd'hui, là, parce que c'est ça, c'est sûr que ça a moins rapport avec nos ancêtres, mais ça va avoir rapport avec nos descendants s'ils veulent comprendre c'était quoi notre vie à nous autres. Donc, sur ça, si vous avez mis l'émission, pesez sur le bouton j'aime. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Puis, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci, Eric. Bonne journée. Bonne journée, Yann. Bonne journée à tous.